Ouais, salut, vous êtes bien sur le portable de Nicolas du podcast Let's Try. Je suis certainement en train de courir ou en sortie longue, donc laissez-moi un message. Hello Nico, c'est Guillaume de Course Épique. Je te souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année à toi et à Let's Trail, ton podcast que j'apprécie particulièrement. Je profite de ce message pour te parler de mon podcast Course Épique, le podcast Running et Trail qui fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun grâce au témoignage de son invité. J'y aborde cette discipline par sa dimension humaine, avec à chaque fois au cœur de l'épisode une course qui a marqué à jamais la vie de mon invité. Course Épique met en avant à la fois des athlètes élites, mais également des coureurs anonymes qui vivent eux aussi, à leur échelle, des histoires de course inoubliables. Avec Course Épique, plongez et vibrez le temps d'une course sur route pas comme les autres, ou encore d'un ultra-trail atypique, en France ou à l'autre bout du monde. Tapez Course Épique sur les plateformes d'écoute, vous serez à un clic d'une grande et belle aventure sportive, et surtout humaine. Je vous y attends. Et toi aussi Nico, à très vite. Puis on nous avait dit qu'il y aurait un peu de monde, voilà, à la fin, il y aurait du monde à la fin au village, quoi. Et puis en fait, quand on a passé le dernier col, donc on nous voit arriver du cratère qui est au-dessus de l'hôtel, 700 mètres de dénivelé au-dessus, donc les frontales sont sorties de là-haut. Et là, on a entendu un bruit énormissime. Et en fait, ils nous attendaient, il y avait toute une délégation de Capverdiens du haut du village qui nous attendait à l'hôtel. Ils sont venus nous chercher sur les chemins en moto et tout, enfin, c'était en quad, c'était vraiment drôle. Et puis nous on est passé à l'hôtel, mais il nous restait encore 10 bornes quand on était à l'hôtel. Et puis après on s'est fait un peu accompagner par les locaux sur la dernière portion, la dernière montée. Et après on est redescendu et on a repris la route. Et là sur la route, il y avait tout le village, quoi. Ouais, c'était Je impressionnant. sais pas combien il y avait de personnes, peut-être entre 1000 et 1500 quoi. C'est énorme. Les pompiers, enfin il y avait tout le monde était de sortie, quoi. Ils pensaient, enfin voilà, ils nous attendaient, puis ils pensaient que j'y arriverais pas, parce que pour eux ça leur Ils savent pas. semble insensé, quoi, traverser l'île alors qu'il y a des gens de la vallée qui ont jamais vu le bout de l'île, quoi. Tu vois, eux, Ouais. ils ont pas de moyens, de locomotion, ils sont il y a des gens, ils vivent 50 ans dans la vallée, ils sortent pas de leur vallée, quoi. Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites, bénévoles ou encore coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un des athlètes de trail running les plus performants de ces dernières années. Kinésithérapeute mais également diplômé dans le domaine de la micronutrition, ce bisontin de 31 ans originaire de Haute-Savoie est une des références mondiales sur les trails courtes et moyennes distances. Au milieu d'un palmarès impressionnant, nous pouvons ressortir malgré tout ses performances les plus marquantes. 2 victoires sur la Skyrun en 2016 et 2017, 2e de l'OCC en 2017, 3e sur Zegama Aizikuri en 2019, ou encore plus localement et plus récemment, vainqueur de l'Ubaï Trail Salomon en 2020. Il vient également de participer au Golden Trail Championship en octobre aux Açores, événement en format à étapes sur lequel nous avons vu se confronter les meilleurs athlètes internationaux et lors duquel il termine 10e. Nous allons revenir sur son parcours de vie et sur ses premiers pas précoces d'athlète de haut niveau, notamment en ski de fond, sur la difficulté à organiser son emploi du temps pour assurer ses performances sportives, mais également répondre aux exigences liées à son statut de figure incontournable du trail running. Mais nous évoquerons également sa traversée en off, solidaire et humanitaire au Cap-Vert, qu'il n'a pas pu réitérer en 2020, ses divers projets comme le Trail fait son cinéma ou les stages qu'il organise régulièrement. Nous évoquerons aussi sa relation avec son sponsor principal et bien d'autres sujets. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Thibaut Barognan. Aujourd'hui je suis avec Thibaut Barognan. Thibaut, salut, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. C'est moi, salut à tous. Salut à toi. Alors déjà pour faire une petite introduction, donc comme je l'ai dit dans la présentation, tu es une personne qui compte énormément dans le trail. D'ailleurs, pour la petite anecdote, tu as été la première personne que j'ai contactée lorsque j'ai voulu lancer mon projet en octobre 2019.
Étant donné ton planning, tes occupations diverses et variées, ça a été compliqué de s'accorder, mais aujourd'hui, sache que voilà, je suis très 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 heureux de te recevoir dans le podcast. Ouais, bah, plaisir partagé. C'est vrai que l'année dernière, à octobre 2019, c'était bien chargé entre l'Albanie, le Népal et le Cap-Vert. Donc c'est vrai que c'était compliqué de pouvoir tout faire, mais bien content d'être là aujourd'hui avec toi. C'est gentil, je te remercie beaucoup. Alors, comme je le disais, il n'y a pas beaucoup de gens dans le milieu du trail qui ne te connaissent pas, je pense. Malgré tout, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, bah Thibaut Barognan, je vais sur mes 32 ans là dans quelques semaines. Je suis originaire de Haute-Savoie, où j'ai vécu jusqu'après mon bac. J'étais skieur de fond à l'époque quand j'étais en Haute-Savoie. J'ai fait des études en pôle espoir en ski-études. J'ai passé mon bac S et puis après j'ai eu envie de partir sur un schéma scolaire un peu plus classique. Donc je suis parti à Besançon faire mon concours de kiné que j'ai eu. Je suis rentré à l'école de kiné. J'ai passé mon diplôme en 2012 et j'ai découvert le trail autour de 2010-2011. Donc voilà, ça fait une grosse dizaine d'années que je cours. J'ai signé mon premier contrat en 2011 avec Salomon. Donc voilà, j'en suis à mon 10e cette année. Tu es un ancien. Voilà, je fête mes 10 ans. Donc, un jeune ancien ou un vieux jeune, je sais pas, je suis dans la transition, disons. Tu sais Mais pas trop te voilà, positionner aujourd'hui. ouais, je suis bisontin d'adoption depuis 11 ans maintenant. Et puis, je fais du trail mon métier depuis 3 ans. Super. Voilà. Chouette, merci pour la présentation. C'était Mhm. impeccable. On va commencer par le début. Qui était Thibaut, enfant? Où a-t-il grandi? Dans quelles conditions? Des frères, des sœurs, au niveau familial? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Ouais, j'ai grandi en Haute-Savoie déjà. Ouais, Depuis tout petit, j'ai pas un petit village qui s'appelle Amancy, à côté de La Roche-sur-Foron. Dans une famille active, sportive. J'étais tout le temps dehors avec les copains, avec mon frangin. J'ai un frangin du coup qui a 3 ans de moins. Mais j'ai toujours aimé être dehors dans la nature. Voilà, moi mes activités périscolaires c'était dehors quoi, faire du sport ou être dans la forêt, être sur le vélo, faire du foot dans les jardins, etc. Enfin, j'ai toujours vécu au contact de la nature, on va dire. Quand on me parle de dessins animés, par exemple, quand j'étais gosse, moi, je savais je pas ce que connais rien. c'était. Par exemple. Je connaissais le ballon, mes potes, mon vélo, et c'était parti, quoi. Donc voilà, j'ai grandi dans une famille, à la campagne, dans une famille active et sportive. J'ai toujours fait du sport depuis tout gamin, pas mal de sports, des sports co, des sports individuels. Et puis voilà, j'ai grandi, on va dire, sportivement avec le foot et le ski D'accord. quand j'étais gosse. Le ski, si j'ai bien lu en préparant l'épisode, tu as commencé assez tôt, le ski de fond notamment. Ouais, Est-ce que tu peux nous parler de tes premiers pas de sport? Il me semble, si je dis pas de bêtises, que tu as eu un certain niveau dès le début et que tu étais dans le haut, voire très haut niveau dès ton plus jeune âge. ouais, j'ai commencé le ski, peut-être CE1, CE2, je me rappelle plus trop, voilà, à la primaire. Je faisais du foot à l'époque avec les copains. On avait un club là qui marchait assez bien. Enfin, j'étais assez fan de foot. J'en ai fait 8 ans du coup. Et puis petit à petit, j'ai basculé vers le ski. Alors, quand on est gamin, c'est dur de dire qu'on est très fort, on fait du haut niveau, etc. Voilà, les niveaux sont un peu, sont, on va dire, ouais, il y a tous les niveaux quand t'es Mhm. gosse, quoi. Même si t'as le même âge, tu peux être très fort ou pas. Bref, on s'en fout, on va s'entraîner ensemble. Le but, c'était pas de C'était faire de la pas, c'était pas compétition. dans un esprit compétitif dès le début, quoi. Ouais, non, non, quand j'ai commencé le ski, c'est vraiment tu vas t'amuser, tu vas faire du ski avec les copains, tu vas dans la neige et voilà. Puis c'est aussi la philosophie de l'entraînement et de l'entraîneur à ce moment-là, c'est que faut plus aller s'amuser que Mhm. vraiment penser compète. Puis bon, après j'ai grandi, je suis passé au club de ski de fond, parce qu'au début t'es au foyer quand t'es gamin. Après tu passes au club et forcément au club t'as les premières compétitions. Alors j'aimais bien ça, j'étais vraiment pas le meilleur au début. Enfin, voilà, j'étais dans le peloton, puis petit à petit, minime, cadet, j'ai commencé à être un peu plus en haut du classement. Et cadet jeune, c'est vrai que je gagnais pas mal de courses régionales et nationales. Et en jeune junior, je suis passé en équipe de France, du coup junior,
où là j'ai fait des compétitions internationales, les JO des jeunes, des Coupes d'Europe, des championnats d'Europe, des compétitions un peu plus importantes. Ça, c'était à partir Euh, de quel âge? À peu près 16 ans? 15-16 ans? Ou ouais, plus c'est jeune? ça, 16-17 en gros, Ouais. c'était jusqu'à ma dernière année de lycée, donc Mhm. 18 ans quoi, 18-19, parce j'ai fait 4 ans de lycée parce que c'était un sport-études D'accord. qui était aménagé sur 4 ans. Donc on va dire que les 2 dernières années, j'étais en équipe de France jeune et junior. Donc c'est vrai que ça a été progressif, j'ai toujours eu des bons résultats sur ces années-là, ces belles années. Puis après, j'ai décidé de tout stopper, même si je pouvais sur le papier continuer, faire des études aménagées, mais qui me plaisaient pas forcément. Je préférais switcher et puis partir vraiment sur du nouveau. D'accord. On en parle souvent du sport-études. Je t'avoue que je suis un peu dans le flou par rapport à cet aspect-là. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment ça fonctionne un sport-études, notamment quand t'es en sixième? Toi, tu as dû déménager ou c'était à proximité de chez toi? Ouais, alors moi j'ai fait un sport-études que au lycée. Ouais. Au collège, Ah, tu as dit au lycée, excuse-moi, ouais, tout à fait. ouais, au collège, on Mhm. avait juste les entraînements le mercredi après-midi et samedi, dimanche. Enfin, il y avait les entraînements aussi en soirée, en semaine, Mhm. mais voilà, c'était plus mercredi, samedi, dimanche. Et puis là, j'ai viens de voir que mon collège avait, je pense qu'ils ont ouvert des classes sport justement pour être un peu plus flexible au niveau de Mhm. l'aménagement des périodes d'entraînement. Mais au lycée, ben voilà, c'était un lycée sport-études, un pôle espoir, donc il y a 4 classes, ski 1, ski 2, ski 3, ski 4, qui Mhm. correspondent aux années. Et il y a tous les skis et sports d'hiver mélangés. Donc j'étais avec des biathlètes, des skieurs alpins, des skieurs freestyle, des snowboarders, D'accord. des sauteurs à ski. Dans ma classe, j'ai par exemple eu Tessa Worley qui a été plusieurs fois championne du monde Tout le monde de mélangé. ski alpin. Voilà, on est tous mélangés. Et l'idée, c'est de faire un sport-études sur 4 ans pour avoir du temps libre. Donc, on avait les mardi, mercredi, jeudi après-midi de libre pour aller s'entraîner. Donc, tous les entraîneurs des différents comités, des différents sports venaient et on partait à l'entraînement chacun de notre côté. Donc là, j'étais interne parce que c'était à Salanches, au-dessous de Chamonix. D'accord. Et puis, on n'avait pas cours l'hiver. Enfin, on avait 3 semaines obligatoires sur les 3 mois d'hiver. Donc là, on se consacrait pleinement au ski. Donc là, on retournait chez nous Mhm. et puis on s'entraînait depuis chez nous. Et une semaine par mois, en gros, on allait en cours. Et comment vous arriviez à caler tout le programme comment ça se passe pour récupérer tout le temps que vous n'avez pas pu passer sur les bancs de l'école? Ouais, bah en fait, normalement, au lycée, tu y passes 3 ans. Nous, on y Mhm. passait 4 ans. Donc D'accord. c'était la première année, en fait, elle se prolongeait. En gros, la seconde, elle se prolongeait un petit peu sur le début de la deuxième année, et puis ça décalait comme ça au fur et à mesure. Et c'était vraiment des emplois du temps faits que pour nous. On avait des épreuves faites que pour nous aussi. Par exemple, le bac de français, c'était un bac de français décalé, qui Mhm. était, nous, on passait un bac de français que tous les autres n'ont pas passé. C'était une épreuve en plus, quoi. D'accord. Donc c'était un peu tout décalé comme ça jusqu'à la fin, sauf le bac, qu'on passait vraiment en même temps que les T'as autres, passé quoi. quoi comme bac? Un Avec bac S, il me semble, non? un bac S, ouais. Ouais, D'accord. SSVT. Pour en revenir un petit peu à la situation familiale, tes parents sportifs, tu disais, tu peux Ouais, préciser un peu dans quel état d'esprit ils sont? ouais, bon, ils ont toujours fait du sport, un peu en relation avec ce qu'on faisait avec mon frangin. Mon père a pas mal couru quand il était jeune, et puis en fait, ils ont fait pas mal de ski pendant que j'en faisais. Donc l'hiver, ils sont sur les skis plus que moi maintenant. Tous les samedis, tous les dimanches, parfois les lundis quand ils bossent pas. Et puis en montagne l'été, que ce soit du trail ou de la course à pied pour mon père, de la rando pour ma mère. Et puis mon père, il est alpiniste aussi, il a fait 3 tentatives de 8000 D'accord. en Himalaya. Donc voilà, Ouais, hyper dans sportif. un milieu très sportif. Et les frangins plus vieux, plus jeunes que toi? Bah, mon frangin, il est plus jeune de 3 ans Ouais, et il est sportif, mais pas du tout compétiteur. C'est-à-dire d'accord. qu'il aime faire du vélo, du VTT, aller en montagne, voilà, faire un tas de choses, mais pas de compétition, quoi. Il travaille dehors, donc il aime être dehors, mais après, D'accord. voilà, son truc, c'est vraiment mettre en dossard, ça lui Mhm. plaît pas. On en parlait la dernière fois dans un épisode avec Amandine Pezzani, on disait que c'est bizarre à quel point dans une fratrie, il peut y avoir une différence d'approche, notamment par rapport au sport, comment un frère peut être
très compétiteur et l'autre non, alors que les parents sont les mêmes. Et toi, en l'occurrence, tes parents l'étaient compétiteurs ou pas? Mon père, ouais, il a mis quelques dossards, ouais. Ouais. Et puis toujours un peu, parce que maintenant que voilà, il y a quelques années, ça faisait quelques années qu'il avait pas remis de dossard, mais maintenant que j'en mets, ça lui donne envie aussi. Donc 3-4 fois dans l'année, ouais, 2-3 fois dans l'année, il prend le départ de course, ouais. Ça le motive aussi à aller s'entraîner, c'est sympa. Et toi, tu saurais dire à quel moment tu as aimé la compétition, ou c'est venu de toi-même, ou tu étais déjà comme, enfin, ça t'est venu progressivement ou pas? Bah, je crois que j'ai toujours aimé, hein, parce que quand on commence la compétition à 10 ans, si t'aimes Mhm, pas, je pense que tu arrêtes vite et tu fais vite comprendre à tes parents que ça te saoule. c'est clair. Donc après, c'est sûr qu'au début, enfin, tu vas pas sur la compétition, t'abordes pas la compétition comme je l'aborde aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, je les aborde pour gagner. Quand tu as 10 ans, tu vas pas à une compétition pour gagner, ou alors c'est que voilà, il y a un schéma qui s'est mal passé avant. Mais je pense que quand t'es gosse, il faut faire de la compète pour aller t'amuser avec les copains, et c'est sympa Pour et le plaisir. t'apprends. Ouais. Voilà, c'est vraiment plaisir, il faut pas parler de côté compétition. Mais après, oui, je suis un compétiteur dans l'âme dans tous les cas maintenant. Ça fait plus de 20 ans que je fais de la compétition tous les ans. Si j'aimais pas ça, je pense que je serais passé à autre chose. Mais c'est ce qu'on disait la dernière fois avec Pascal Balucci aussi, c'est que euh, notamment pour les sportifs élites, il faut que la base soit solide. C'est-à-dire la base, c'est aimer le sport dans lequel que tu pratiques, Exactement. et tout part de là. Si les bases sont pas Ouais, solides et tu prends pas de plaisir, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Tu ouais, confirmes ouais. ça? Oui, oui, c'est clair que la- le socle, la base, c'est le plaisir et aimer ce que tu fais. Après, faire de la compétition, faire des projets sans dossard, etc., c'est un autre, c'est un step en plus. Mais Mhm. dire que si tu vas à l'entraînement tous les jours, c'est que t'aimes aller t'entraîner et t'aimes le sport que tu fais. Sinon, bah, tu vas vite droit dans le mur. Euh, Tu disais donc tu arrives à la fin tu passes le bac, tu veux prendre un peu de recul sur ta vie sportive, et à l'instar de ta camarade Camille Brouillat, que je salue, de Hmm. la team Salomon, tu as souhaité passer sur des études de kiné. Est-ce que tu peux nous donner un peu tes motivations pour aller sur cette formation-là? Ouais, c'est vrai que bon, j'y ai réfléchi, mais voilà, quand mon choix a été fait, ça a été assez tranché, quoi. J'arrêtais pour faire kiné, je me laissais pas une année de marge, par exemple, ou une année où j'aurais pu faire que du ski, puis me dire, bon, moi, qu'est-ce que je fais après cette année-là? Je suis repris en équipe de France, je suis pas repris, etc. Moi, j'avais décidé qu'après le bac, je partirais, et que je ferais, je ferais kiné. Ce qui me donnait envie, c'est bon, c'est comme beaucoup, je pense, c'est mon kiné de l'époque. Mhm. Je me suis blessé quelques fois, voilà, comme tout sportif de haut niveau. Et puis, bah, j'allais chez le kiné à côté du lycée. Et puis, c'est un gars avec qui je m'entendais super bien et qui m'a donné l'envie de faire comme lui, quoi. Mhm. J'aimais bien sa façon de faire, son approche de la kiné, le contact qu'il avait avec moi, avec les autres. Et puis, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire au lycée, enfin, en tout cas en débutant le lycée. Puis voilà, cette dernière année et demie, là, ça m'a pas mal plu. Donc, le contact que j'avais avec lui. Donc, je me suis renseigné sur les études et puis après, mon choix a été vite fait, hein. Je me suis dit que ça pourrait être une belle reconversion de faire kiné et après de travailler avec des équipes, par exemple, en tant qu'ancien athlète et kiné, Tu te de mettre. considérais déjà comme ancien athlète on va dire, à 18 ans, quoi. Bah, Pour toi, ça avait fait une croix là-dessus. j'avais un petit passé de skieur quand même, quoi. Mhm. Donc, Non, mais je veux je dire me dans le suis dit, sens où, bah, je te coupe, mais dans le sens où tu te considérais comme ta carrière sportive terminée presque à l'époque. oui, Tu te oui, voyais ouais, pas. ouais. Ah non, je me voyais pas du tout refaire du sport à haut niveau. En tout cas, Mhm, pour moi, le ski était terminé. Après, j'avais pas mis de frein à quoi que ce soit, mais en tout cas, le ski et ma carrière de skieur était terminée. Même si elle était petite et que voilà, c'est des années où on est jeune, mais mhm. j'ai vécu de belles choses, j'ai gagné plein de courses. Enfin voilà, j'ai fait des choses qui resteront marquées à vie. J'ai vécu des super moments et pour moi, ça, c'était terminé. Et je me suis dit, ce qui pourrait être cool, bah, c'est de retrouver les copains là qui sont avec moi en quelques années, mais moi de l'autre côté De en l'autre tant côté, que ouais. kiné et faisant partie du staff. Ce que j'ai fait quelques années, j'ai donné des coups de main en tant que kiné aux équipes de France. Et voilà, c'est encore quelque chose que je pourrais faire aujourd'hui. Donc tu décides de faire kiné, tu dois partir de l'endroit où tu vis. Comment ça se passe? Tu fais la première année de médecine?
Ouais, donc je quitte la Haute-Savoie pour Besançon. Ah, On est c'est là, en... c'est à ce moment-là. Ouais, D'accord. on est en... Je sais, ça doit être la rentrée 2008. Mhm. Et puis, et je passe je tente le concours de kiné par la première année de médecine. Donc, ça a été 8 mois à faire que travailler non-stop, pas jour et nuit, mais presque, quoi. En tout cas, de 7h le matin à 21h le soir, quoi, pendant 8 Mhm. mois. Donc là, ça a été un gros changement parce que je suis passé de faire du sport quasiment tous les jours, 2-3 heures par jour, à travailler 8-9 heures par jour. Donc, gros bouleversement, reprendre voilà, des études à fond tous les jours, sachant qu'il y avait un concours. Mhm. Après, je pense que mon passé de compétiteur m'a aidé, quoi, parce que j'ai un concours, quoi. C'est une course, tu la prépares à fond, tu dois être prêt le jour J pour cette course ou ce concours-là. Et puis voilà, je m'étais mis dans la tête, c'est objectif mai 2009, et j'ai travaillé comme un acharné jusqu'en mai. Et voilà, j'ai eu mon concours du premier coup, et après, je suis rentré à l'école de kiné. Alors, tu réussis ton concours, avais la possibilité d'avoir d'autres choix, de choisir d'autres spécialités ou pas? Ouais, en fait, à Besançon, à l'époque, maintenant ça a pas mal changé, mais on devait choisir notre spécialité, en tout cas entre médecine dentaire, pharma ou kiné. D'accord. C'est-à-dire que quand tu t'inscrivais, tu cochais médecine et d'autres options ou kiné. Mhm. Et moi, je voulais faire kiné, je voulais pas faire médecin ou chirurgien dentaire ou quoi que ce soit. Donc j'avais déjà coché kiné. Et je fais, en toute modestie, un troisième de mon concours de kiné et 11e de la fac. Donc Ouais, si chouette. j'avais voulu switcher, j'aurais pu Ouais, t'aurais switcher pu sur autre largement. chose. Mais je voulais faire kiné, moi. Mhm. Tes premiers pas de kiné, comment tu les exerces? En libéral, en structure, comment ça se passe? Ouais, j'ai eu mon diplôme du coup en 2012. Et puis juste avant de sortir de l'école, j'ai mon kiné de l'époque qui avait un cabinet et qui m'avait proposé une place dans son cabinet. D'accord? Donc moi je lui avais dit voilà, je veux bien venir, mais il faut que j'ai du temps aussi pour moi, pour pouvoir courir. Voilà, et ça collait à la place qui était vacante. Donc À j'ai Besançon, commencé, toujours? ouais, centre-ville de Besançon. Et du coup, j'ai travaillé 5 ans dans ce cabinet, de 2012 à 2017, fin 2017-2018. Et, euh, et j'ai travaillé en fait de moins en moins. La part de trail a pris de plus en plus de place. Et donc j'ai commencé comme un kiné classique entre 38 et 40 heures quoi, par semaine pour finir les dernières années à 25 heures, quoi. Tu disais à peu près 4-5 ans de profession de kiné. Mm. C'est quoi qui te plaisait le plus dans ce métier-là? Tu côtoyais des sportifs de haut niveau, comme tu disais tout à l'heure, comme tu le souhaitais? Ouais, alors je côtoyais de, des personnes lambda, des sportifs, des étudiants, enfin un peu de tout. Mhm. Et plus j'ai avancé dans les années, plus je voyais de coureurs. Bah forcément, parce que je me faisais un nom dans le milieu, j'habitais Besançon, donc on commençait à me connaître. Et du coup, j'avais énormément de coureurs qui venaient me voir. Mhm. Alors, j'ai des coureurs, de tout type de coureurs, hein, récréatifs, des gens qui faisaient que de la course à pied pour leur plaisir ou pour la santé, des gens qui faisaient de la compétition, mais à un moindre niveau. Et puis, j'avais quelques bons athlètes qui tournaient bien au niveau régional, national. Euh, Pas d'athlètes de haut niveau vraiment professionnels, à part, j'ai peut-être eu un cycliste ou deux de temps en temps, mais Mhm. c'était rare. Et puis à côté, j'ai bossé un peu pour l'équipe de France de ski. 2 ans, là, un peu régulièrement. Maintenant, je leur fais des piges de temps en temps et qu'on se connaît bien Sur des compètes, sur pour des les événements? aider. Ouais, voilà, sur les Coupes du Monde, mais quand il leur manque à kiné dans le pool ou que là, il y a un week-end qui coince, de temps en temps, ils me contactent. Mhm. Et, mais voilà, après, j'ai plus bossé avec eux vraiment dans le milieu de haut niveau et professionnel. C'est quoi la vie d'un kiné qui suit une équipe nationale dans des événements type Jeux Olympiques ou Championnat du Monde? J'ai l'impression que le kiné est quand même beaucoup, beaucoup intégré à la vie de l'équipe, parce qu'il y a beaucoup, comme tu disais tout à l'heure, beaucoup d'échanges et tout. Tu peux nous décrire Ouais. un peu cet aspect-là? Ouais, donc le kiné, il fait partie du staff, hein, mais il a un rôle qui est assez, que j'aime beaucoup parce que tu as énormément de contact avec ton patient, quoi, le coureur, l'athlète.
parce que tu le vois minimum 1 heure par jour, quoi, sur la table de kiné, si ce n'est plus en dehors, donc tous les moments de vie, tu vis quand même avec Les eux, repas. sur la table, les briefings, etc. Donc, t'es quelqu'un d'important pour eux parce qu'ils savent que voilà, ils savent que tu es là pour leur bien, toi tu es là pour eux, donc ils peuvent compter sur toi. Et puis ils se confient aussi beaucoup, enfin beaucoup, suivant les athlètes, mais ils vont dire des choses qu'ils vont pas forcément dire à l'entraîneur ou aux autres coureurs, ou tu ressens plus les choses qu'ils vivent que parfois certains entraîneurs où il y a une barrière. Bah là, Et nous, la barrière, la situation le permet aussi, quoi. C'est-à-dire que ouais, c'est clair en que général, vous êtes deux et l'échange se fait à ce moment-là. ouais, puis nous, voilà, ils savent qu'ils peuvent dire des choses et que derrière, voilà, il se passera rien en quelque sorte. Ce qu'ils vont dire, ça n'aura pas d'impact sur l'équipe, sur la vie du groupe, etc. Donc voilà, on a un contact privilégié avec eux, donc ça c'est vraiment sympa. Et puis ça va, ouais, c'est un contact qui est différent de celui qu'ils ont avec l'entraîneur, mais qui est vraiment intéressant. Tu l'as, tu le disais tout à l'heure, tu exerces encore, tu fais quelques piges aujourd'hui. De manière générale, ton activité, comme tu l'exerçais avant à Besançon, tu y as mis un terme. Tu n'exerces plus. Oui, je travaille plus aujourd'hui en tant que libéral. Mhm. Et donc, de temps en temps, enfin voilà, si l'équipe a besoin un week-end, ils me demandent si je peux pas, je peux pas. Ils savent que je fais plus partie du pool de kinés comme je l'étais avant. En gros, il y avait 4-5 kinés qui se répartissaient la saison, enfin à l'avance, sur les stages, les compètes. Mais aujourd'hui, je suis plus là en renfort. Et pour parler un peu de l'organisation, c'est c'est assez sport parce que souvent, c'est des kinés libéraux qui vont avec les équipes. Donc, quand tu pars de ton cabinet libéral, si tu pars une semaine ou deux, il faut trouver des remplaçants. Tu pars sur des milieux de semaine, des fois, des horaires difficiles. Tu rentres les dimanches soirs à point d'heure ou les lundis. Donc, il faut sans arrêt jongler avec l'emploi du temps. Et puis, c'est des journées à rallonge, par exemple, sur des coupes du monde de ski. Des fois, on se lève super tôt pour être avec le staff sur les pistes très tôt, accompagner les premiers athlètes au départ. On rentre avec les derniers athlètes. Il est parfois milieu d'après-midi. Et après, il faut passer tous les athlètes sur la table. Des fois, ils sont nombreux, donc ça varie entre 5 et 8 athlètes par Kiné. kiné. Sachant qu'on les garde entre 30 et 45 minutes, qu'il y a les horaires de sieste, qu'il y a les horaires de souper, de déjeuner, de souper, les briefings, etc. C'est volume horaire monstrueux, quoi. Ça fait des journées à rallonge, sans compter les transports parfois. Donc quand tu as des compétitions avec plusieurs jours de course qui s'enchaînent, avec les transports, toute l'organisation derrière, ça fait... c'est sport aussi, mais voilà, c'est des moments qui sont super chouettes à vivre. Et surtout quand il y a des résultats, quand il y a des gagnes, quand les mecs performent, quoi. Donc c'est des moments qui sont exceptionnels. Tu arrives à partager, tu as déjà vécu des belles victoires avec des athlètes dont tu t'es occupé, tu as réussi à partager avec eux ce type de moment? Ouais, j'ai pas fait beaucoup de compètes avec eux. Ouais. J'étais pas mal en stage, j'en ai fait quelques-unes. J'ai vécu des victoires sur des Coupes du Monde ou des podiums qui parfois sont comme des victoires, hein. Donc ouais, c'est des beaux moments. Après, des fois, c'est presque frustrant parce que des fois, tu es sur la piste, des fois, tu es obligé de partir avant. Et puis, tu peux pas être là à tous les chouettes moments d'arrivée, mais voilà, ça fait partie aussi du boulot. Des fois, on est obligé de quitter le stade pour être avant eux, arriver avant eux à l'hôtel et pouvoir les accueillir dès qu'il y a le premier qui arrive. Donc des fois, on ne voit pas ce qui se passe à la fin de la course, mais c'est le jeu aussi. C'est clair. Pour commencer un petit peu la partie trail, à quel moment est-ce que tu peux évoquer avec nous le moment de ta rencontre avec le trail? Tu t'en rappelles le moment précis? Ouais, précis. En fait, quand j'ai passé mon concours de kiné, je gardais 1 heure de sport par semaine, donc souvent le dimanche, après la fin de semaine, j'allais courir 45 minutes, 1 heure. Donc j'ai toujours gardé la course à pied comme un peu un échappatoire quand je passais mon concours. Et puis après, une fois que je suis rentré à l'école de kiné, j'ai repris un peu plus régulièrement, parce que c'est un sport là que je pratiquais déjà dans mon entraînement estival, automnal en tant que skieur et qui est facile d'accès. Voilà, on connaît tous
les, Les avantages. l'aisance qu'on a à les faire et les avantages du trail. Mm. Et du coup, voilà, 2009, j'ai pas beaucoup couru et 2010, au printemps, durant l'année 2010, j'ai rencontré pas mal de coureurs sur Besançon et au printemps, je suis allé faire une première course et puis ça a bien marché en fait. Je fais deuxième dans 17 km, j'avais jamais couru avec un dossard de ma vie et puis j'avais trouvé ça sympa, l'ambiance, le partage, tout qu'on avait ensemble. Puis après, voilà, j'ai remis un dossard. Je crois que c'était fin juin à Faverges en 2010, et puis après un dossard sur la Saint-Élion avec les copains, pareil, du même groupe. Ouais, j'avais complètement foiré parce que j'étais pas du tout prêt, mais du coup, ça m'avait donné envie en 2011 de me dire, enfin, en tout cas, ça m'a donné envie de faire une saison un peu régionale, quoi, avec les copains, d'organiser la chose, de se dire, voilà, on va s'entraîner régulièrement ensemble, on se programme quelques courses dans le coin, une ou deux nationales. Et puis je fais mon premier marathon du Mont Blanc cette année-là. Et du coup, je suis présélectionné pour le team Espoir Salomon. Et puis je rentre du coup dans ce team-là en septembre 2011. Je crois que le premier marathon du Mont Blanc que tu fais premier junior, il me semble. Et Ouais, premier espoir. Ouais, tu fais quelque chose tu finis dans le top 10 au scratch, non? ouais, je fais huitième et premier Huitième? espoir. Ouais. Ouais. C'est à ce moment-là que tu te dis, oui, bon là, on est sur quelque chose de sérieux ou c'est avant? Non, même pas à ce moment-là, parce que moi, je savais pas trop ce que c'était le marathon du Mont Blanc. Je savais pas trop à Hmm. quoi ça correspondait à l'époque. Enfin, j'entendais pas trop parler de trail. Bon, c'est sûr que j'étais super content de faire cette perf-là, mais j'ai pas énormément de souvenirs en fait de cette course. Elle m'a pas marqué plus que ça. Après, je sais qu'elle m'a vraiment donné le ticket pour aller euh, participer à cette présélection. Et c'est peut-être là où j'ai pris conscience qu'il y avait, voilà, il y avait un truc à faire. Quoi, je savais pas à l'époque, mais en tout cas, il y avait une opportunité et je l'ai saisie à ce moment-là. Quand tu dis j'ai saisi l'opportunité, Salomon proposait donc des qualificatifs des qualifications pour rentrer dans le team Esport. Comment ça se passe? C'est sur une course ou c'est sur plusieurs événements? Ouais, alors à l'époque, il y avait le Challenge Salomon qui était sur 8 courses, je crois. Ouais. Et sur ces 8 courses, oui, je sais plus, ouais, je crois que c'est 8. Sur ces 8 courses, il y avait en fait 2 tickets de présélection pour les 2 premiers espoirs de chaque course. Ouais. Et si un des espoirs avait déjà son ticket, bah, c'était donné au troisième, etc. Et on s'est retrouvés du coup tous les présélectionnés à Talloires en septembre 2011 pour un week-end de test. Donc l'idée, c'était, voilà, l'idée finale, tout le monde la connaissait, c'était de créer un team de 4 coureurs espoirs. Donc dans les 20 et quelques qu'on était, bah, il y en a 4 qui allaient ressortir du lot pour créer le premier team espoir Salomon. Et du coup, bah, on a passé 2 jours à Talloires. On a passé des tests physiques sur des mini-compétitions entre nous. On allait balader, on avait des entretiens, voilà, sur ce qu'on faisait, notre vision, ce qu'on voulait faire. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai été sélectionné à ce moment-là. Il sélectionnait pas que sur le physique alors Salomon. D'après ce que tu dis, c'était aussi sur la partie personnalité générale. Ouais, on avait, je pense qu'ils ont, bah, c'est sûr qu'ils nous ont évalués physiquement, mais tu voyais vite les capacités Ouais. de chacun à ce Mhm. moment-là. Et puis après, bah, ils voulaient que les athlètes correspondent à une certaine philosophie, qu'il y avait une certaine envie, et que c'était pas juste pour profiter un an de la structure et puis après partir. Il y avait quand même des projets, je pense, derrière à long terme. Euh, Ça a bien marché pour 2 d'entre nous, des 4 premiers, on va dire. Mhm. Que Guillaume Boxis, qui est encore sur le, qui est encore dans le milieu et sur le circuit, qui est maintenant chez Oka, mais il était sélectionné avec moi lors de ce premier rendez-vous-là. Voilà, on est les deux à avoir percé, on va dire, sur le long terme. Mais c'est clair qu'il y avait une réflexion derrière sur voilà, quel athlète on était et quel homme on était et qu'est-ce qu'on avait envie de faire de cette sélection en fait. Une fois que tu es sélectionné dans ce team, tu as quel âge? Tu disais tu as 18 ans? Quelque chose comme ça? Bah non, un peu plus parce Pas que plus? on est en 2000, fin 2011, donc j'avais 22 ans. Ah oui, donc tu étais en pleine étude de kiné donc. Ouais, Euh, ouais. et, Ouais, il me restait un an, en gros. ouais, t'étais sur la dernière année d'école de kiné. Ouais, Euh, septembre 2011, du coup, je rentrais à ma dernière année. comment tu intègres cette intégration au sein de l'équipe Salomon dans ta vie à ce moment-là? Bah, en fait, ça n'a pas changé beaucoup de choses.
À part que du coup, je rencontre Christophe Mallardet, qui est mon entraîneur de l'époque et encore aujourd'hui, et que j'ai un nouvel entraîneur, ce qui n'était pas arrivé depuis 2008. Et puis on apprend à se connaître, à échanger sur mon emploi du temps. Et je crois que le plus gros changement, c'est ça, c'est que j'ai un planning d'entraînement un peu à tenir. Mhm. Et qu'avant, je m'entraînais régulièrement, mais de mon côté, un peu avec les plans que je voyais passer, des séances, voilà, un Puis peu ton expérience du biathlon, du ski de fond aussi, peut-être? Ouais, ou voilà, je m'entraînais pas vraiment. En fait, je faisais un peu Mm. de séances de qualité, mais pas grand-chose. Donc le grand changement, ça a été plutôt ça, c'était d'intégrer une nouvelle forme d'entraînement d'un coureur, parce que j'étais pas coureur à l'époque, Mhm. et puis d'apprendre sur la course à pied, sur ce nouveau sport qui était le trail pour moi à l'époque. Et puis et voilà, après j'avais pas mal de temps en étant étudiant en kiné. Enfin, j'avais ma dernière année, mes examens et mon mémoire, mais ça me laissait quand même du temps pour m'entraîner. Donc c'était bien, j'ai réussi à bien jongler. Je passe un petit message, j'en profite. Christophe Mallardet, j'aimerais beaucoup le recevoir dans le podcast. J'essaierai de le contacter prochainement. Donc si tu Mhm. peux voilà, m'aider Et avec- à le contacter, ça serait chouette. Dans quelle mesure le ski de fond, bon, évidemment, hein, c'est un sport d'endurance et de cardio, on va dire. Ouais. Évidemment, dans quelle mesure c'est une question un peu bête de te poser ça et de te demander ça, mais dans quelle mesure ça t'a aidé dans ta pratique du trail? Bah, alors c'est sûr qu'au niveau physique, c'est énorme ce qu'on développe. Déjà, quand tu développes, tu es jeune, donc tu développes des bases Mhm. physiques d'endurance, de résistance qui deviennent acquises, quoi, et que Avec peu de tu traumatisme? perdras. Comment? Avec peu Avec de peu de traumatisme. traumatisme. Ouais, exactement. C'est peu traumatisant et tu te crées vraiment une base d'endurance et de résistance qui est énorme. Et je pense que cette base, en fait, tu la gardes à vie quasiment. Tu vois, si j'arrête 2 ans, je pense que je pourrais reprendre et j'aurai toujours un fond C'est qui est ancré. là depuis gamin. Tu fais du travail cardio, c'est un sport hyper complet, tu développes ta VO2 et tout Mhm. ça. Je pense que plus tu le fais jeune, plus c'est acquis pour C'est longtemps. clair. Donc là-dessus, c'est sûr que je partais pas de rien. Tu vois, quand j'ai commencé à m'entraîner en tant que coureur, je partais avec une grosse base d'endurance résistance. Et puis après, il y avait tout le vécu de l'entraînement d'un athlète, des blessures, des compétitions, du stress. Voilà, c'est de l'expérience qui a été engrangée, même si j'étais jeune. Je pense que même jeune, tu es beaucoup plus confronté au stress. Je pense que quand tu es adulte, tu es un peu plus mature et que tu as eu l'habitude d'être Mhm. confronté à ça. Donc non, ça m'a aidé sur Sur tous les aspects, quoi. ces niveaux-là. Voilà. Sans entrer trop dans le détail, parce que je sais qu'au niveau des athlètes élites, c'est un peu compliqué, mais j'ai une question qui me vient là. Pour toi, c'est quoi une semaine d'entraînement aujourd'hui où tu te dis en terminant la semaine, voilà, là j'ai bien bossé, je suis content, je suis satisfait. Ça serait quoi pour toi? Cette belle semaine, c'est déjà d'avoir pris du plaisir dans la semaine. Ouais. Peut-être fait plaisir tout court à aller à l'entraînement, d'avoir partagé avec des copains, d'avoir, je sais pas, découvert un endroit super cool. Parce que des fois, rien que de changer, je sais pas, tu vas dans une station que tu connais pas, tu fais ta semaine, même si t'as pas fait un volume de dingue, t'as découvert plein de choses, des nouveaux coins, partagé des choses, rien que ça peut faire, voilà, ça fait que t'as fait une superbe semaine d'entraînement. Et puis après, si on parle un peu plus qualité, c'est de passer toutes les séances que j'avais sur le papier, de les passer bien avec des bons ressentis, voilà, de me surprendre ou voilà, de me dire putain cette séance sur le papier elle était hyper dure en fait en pratique elle était dure mais je l'ai bien passée, j'ai fini plus fort que ce que j'avais commencé Mhm. et puis j'ai réussi à enchaîner pas mal de séances dans la semaine, j'ai bien récupéré, j'ai pas de douleur. Voilà, il y a plein de facteurs qui font que tu passes une super semaine, quoi. C'est sûr que si au milieu de la semaine, tu as un mollet qui te titille, tu es obligé de faire un peu moins sur ta fin de semaine ou de modifier des choses, là, c'est déjà, voilà, tu rentres dans des schémas un peu d'adaptation, c'est moins cool. Donc le plaisir en premier lieu, quoi. Le Ouais, plaisir et la ouais, découverte le aussi. plaisir. Ouais, oui, Mm. clairement le plaisir. Après, une fois que tu te fais plaisir à l'entraînement, Mhm. généralement, c'est que tu fais des belles choses et c'est-à-dire que si tu fais tous les jours la même chose, il y a un moment où le plaisir il est plus là. Donc, ce sera certainement une semaine assez variée avec peut-être des nouvelles séances.
j'aime bien quand il y a des nouvelles séances. Ça met du piment, c'est des choses que tu connais pas, tu sais pas trop comment tu vas devoir la gérer. Donc il y a d'autres aspects. Quand tu fais toujours la même séance, tu sais toujours ce qui va arriver. Donc c'est un peu moins fun. Quelle place à l'entraînement croisé dans ta préparation aujourd'hui? Bah, elle a toute sa place. Parce que j'en parlais encore avec Pascal Balducci la dernière fois, il me disait que la majeure partie de ces athlètes ont au moins 50% d'entraînement croisé dans leur préparation, en volume. Ouais, je ne saurais pas te dire en volume, parce que je suis pas un fanat des chiffres, à vrai dire. Et je vais pas regarder tout ce que je fais bon, je les rentre, mais à la fin de l'année, je regarde pas. Tu les rentres pour Christophe, quoi. Oui, je les rentre pour qu'on ait une base et puis pour qu'on puisse re-regarder a posteriori, tu vois. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des chiffres, mais par rapport, par exemple, aux skieurs alpi qui sont focus sur les chiffres de D+, et d'heures, etc. Moi, j'ai vu cette année que j'avais fait 2 fois plus de vélo que l'année dernière, par exemple. Moi, je l'ai appris en regardant les chiffres, mais ça m'a pas choqué. Mais non, c'est sûr que l'hiver, j'essaie de faire le plus de ski de fond possible. Donc s'il y a des belles conditions et tout, des fois je dis à Chris, bon là, cette semaine, je suis chez un copain au ski, tu me laisses skier, je cale 2 séances de course à pied pour pas perdre le rythme dans la semaine. Et puis à côté, je skie, quoi, je fais du foncier. Donc voilà, le ski le plus possible l'hiver. Je fais pas trop de qualité sur le ski, mais vraiment plus de l'endurance. Du volume, ouais. Je te vois faire beaucoup de vélo aussi. Et après vélo, ouais, VTT, quand la période est un peu pourrie là, genre novembre, décembre. Et puis après, le ski prend le relais. Et puis dès que les premiers rayons du soleil sont là, au printemps, j'essaie de ressortir le vélo de route, quoi. Printemps-été. T'aimes bien ça, le vélo, il me semble, hein. C'est un de tes trucs qui te plaît beaucoup, hein. Ouais, c'est une discipline qui me plaît beaucoup. J'ai hésité, parce que j'ai fait 2 ans aussi de compétition à vélo quand j'étais cadet, au vélo club d'Annemasse, là. D'accord. Où est passé Jérôme Coppel, notamment, aussi un pro. Et quand j'étais en même temps que lui. Et j'ai hésité justement en 2010 là, à reprendre une licence entre faire de la course à pied ou reprendre une licence de vélo. Et puis bon, en étant dans les études, j'avais pas trop envie de me casser la tête avec les heures d'entraînement, quoi. Donc faire du vélo, tu fais pas du vélo comme tu fais de la course à pied. Ouais, il y a plus de volume. L'hiver, quand même pas évident de faire du vélo régulièrement, enfin dans des bonnes conditions. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un sport que j'affectionne beaucoup. Et puis je me fais plaisir, quoi. Plus je m'entraîne, plus à vélo, plus j'ai des bonnes sensations. Et puis ça va bien. Donc c'est sûr que ouais, c'est un sport que j'aurais aimé faire en compétition. Mais je vois que tu participes régulièrement à des épreuves un peu de ce type, non? Ou ce qui mêle un peu vélo de route et trail, notamment de la Haute-Alpes, là, non? Ouais, quand je peux me caler une compète de vélo de route ou un truc où il n'y a pas trop de risques. Parce que j'aimerais bien faire des cyclos, mais le problème des cyclos, c'est que tu as beaucoup de risques de chute. Puis si tu prends une grosse chute, tu peux dire adieu à la saison, quoi. Donc c'est compliqué. Mais cette année, j'ai fait Courchevel, le tri de Courchevel, où il y avait la montée du col de la Loze à vélo. Puis après, j'ai fait quelques projets off avec du vélo, avec les copains sur la grande traversée. Donc voilà, je m'amuse comme ça, en sachant qu'on ne peut pas tout faire. Et c'est sûr. Voilà, même si j'aurais envie de faire des compètes à vélo, je peux pas le faire parce que voilà, il faut s'entraîner régulièrement, il faut prendre une licence, ça implique pas mal de choses. Mais non, en tout cas, c'est un sport que j'affectionne particulièrement et qui prend une place importante dans ma préparation. J'ai l'impression que notamment aux États-Unis, ils sont beaucoup moins sur cet aspect entraînement croisé. J'ai l'impression qu'ils courent beaucoup plus. Toi, tu aurais la possibilité de performer comme tu performes aujourd'hui en ne faisant que courir à l'entraînement ou pas, de ton point de vue? Je sais pas. Après, c'est pas forcément ma vision de l'entraînement, de faire que de la course à pied. Donc, je pense pas que. Je sais pas, c'est dur à dire parce que je l'ai jamais fait vraiment de faire que de la course à pied. Mais courir toute l'année en tant que ça, en étant focus sur que ça, je trouve que c'est quand même compliqué. Ouais, pour la tête surtout, quoi. Ouais, pour la tête, puis le risque de blessure aussi. Enfin, ça fait quand même du bien de couper, de monter sur le vélo. Quand tu sens que tu es un peu moins bien, te dire, bah là, j'ai autre chose aussi que la course à pied pour m'entraîner. Donc, non, je pense que ça a vraiment toute sa place. Aujourd'hui, tous les athlètes, en tout cas européens, ils font tous du vélo, ou tous du ski, ou tous autre chose à côté.
Alors la question est un petit peu piège. Si tu devais choisir une seule qualité à améliorer, ça serait laquelle chez toi? Sportivement, j'entends. Ouais. Bah, mes qualités de descendeur dans le technique. Ah, tout le monde me dit ça, Thibaut, c'est pas possible. Tout le Hmm. monde me dit ça, mais à chaque fois que tu vois les gens descendre, ils descendent comme des balles. Ouais, non, mais dans le très technique, alors disons. Dans le très C'est-à-dire que technique. dans le technique, je me débrouille, mais je suis pas forcément le plus à l'aise par rapport aux gars qui sont avec moi, quoi. C'est toujours pareil, ouais. On va être meilleur que celui qui est juste devant C'est toi, sûr, donc c'est sûr, c'est sûr. Alors là, deuxième question piège. Est-ce que tu peux nous donner ton petit secret par rapport aux autres? Ta qualité qui te permet de performer? je sais pas, j'ai peut-être un brin d'insouciance ou de, je me prends pas la tête, quoi. Et ça depuis que j'ai commencé le trail et puis ouais. En fait, je fais pas ça pour être. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais commencé le trail ou la compétition pour devenir professionnel ou Mhm. en vivre. Et du coup, j'ai toujours ce petit recul finalement. Tu te mets pas Et cette ce brin pression? de folie aussi qui me dit, bah, même si demain Mhm. ça éclate, bah, je ferai autre chose et j'ai autre chose derrière. Mais j'ai toujours eu un brin de folie. Voilà, mon entraîneur, mon manager, ils me connaissent et ils savent que voilà, j'ai toujours envie de faire plus, de voir autre chose, de faire les choses différemment. Et peut-être que, enfin, c'est parfois une qualité et parfois un défaut, mais c'est peut-être ce qui a fait que j'ai passé certains caps aussi. Ouais, tu te mets pas cette pression à toi-même, quoi. Ouais, non, j'essaye de pas me la mettre. Après, c'est sûr que quand tu arrives sur des gros événements et que tu es attendu, tu as toujours une pression, mais je veux dire, je vais pas me la mettre tous les jours en me disant faut que Mhm. je sois focus à fond tout le temps là-dessus pour être toujours meilleur, etc. Je laisse les choses venir aussi et voilà, je les fais en essayant de ne pas me prendre la tête. Alors là, tu vas avoir une petite question de quelqu'un que tu connais. Je te laisse répondre. Est-ce que Thibaut, quand tu auras fini de faire tous les marathons et des distances courtes, quand est-ce que tu vas vraiment faire des vraies distances longues, des vrais ultras? Voilà. Allez, bon courage. Tu as entendu, tu peux nous dire qui est cette personne? Ouais, c'est Camille Brouillard du team C'est ça. qui est arrivé l'année dernière au team. Bah oui, c'est une question que j'ai à chaque fois que j'ai des échanges Alors, avec le public. Et, je vais te couper juste. Je savais très bien que la question, on te la pose souvent parce que j'ai lu dans une interview que on te la pose quasiment tous les jours. Euh, ouais. alors, je pense que la réponse est positive, mais on va essayer plutôt de parler de la vision de la longue distance. J'ai vu, notamment dans une interview, que tu as dit que pour toi, de ton point de vue, le trail, c'est pas forcément marcher pendant des heures. C'est plutôt quelque chose euh, de dynamique et qui se rapporte plus de la course. Est-ce qu'on peut parler plutôt de cet aspect-là? Ouais, c'est vrai que. Enfin, moi, le trail que j'aime pratiquer, c'est du trail qui court et qui va vite, entre guillemets. C'est sûr que un UTMB par rapport à, je sais pas, un marathon que tu cours en 3 heures en montagne, c'est sûr que c'est pas vite. Mais par contre, c'est vite dans la distance, quoi. Mhm. Donc, c'est des courses. J'ai pas envie, c'est sûr, demain d'aller me mettre sur une course en me disant, ben là, je vais marcher 20 heures, quoi. Ou alors, je vais. Même si ça fait pas 200 bornes, ça fait rien que 50 bornes, mais qu'il y a genre que des cailloux, il faut que marcher tout le temps. C'est Moi, pas ton c'est truc. c'est pas ma vision de la course à pied et c'est pas Mhm. ce que j'aime en fait. Mhm. Donc c'est surtout ça. Donc ouais, aujourd'hui j'aime des courses qui sont plutôt type roulantes entre guillemets. Euh, Il y en a qui diront qu'un marathon du Mont Blanc c'est pas roulant, mais voilà, j'aime quand il y a une certaine part, en tout cas quand la course prend plus de part de place que la marche. C'est là où l'avantage de ce sport, c'est qu'il y en a pour tout le monde, quoi. Exactement, Ça, c'est ouais. bien. Ça, c'est chouette. Donc, on va revenir un petit peu sur ta dernière compétition, donc quasiment la seule de l'année, hein, sur le GTWS, le Golden Trail World Championship aux Açores, Ouais. au Portugal. Tu as passé 4 jours là-bas, ou un peu plus, il me semble. Est-ce que tu peux nous raconter dans les grandes lignes ta compétition là-bas, le format, et nous parler un petit peu de ça? Ouais. Bah, du coup, c'était un format inédit parce que c'était sur 4 jours de course, plus un prologue la veille de la première étape sur 4 km. Mhm. Et c'était aux Açores sur l'île de Fayal. On devait faire une étape sur l'île de Fogo qui a été annulée
pour cause de mauvais temps. Ça a été un peu spécial du coup parce que Covid, etc., toutes les règles sanitaires, on devait être testé 72 heures avant d'arriver, on a eu des problèmes aux arrivées sur les îles. Enfin bref, avec Camille, on est resté coincé un peu plus longtemps que prévu. J'ai vu ça, ouais. Voilà, ça a été un peu épique pour arriver jusque là-bas et jusqu'au départ, mais bon, après, c'était sympa. Du coup, 4 jours de course, temps cumulé à l'arrivée, avec un petit jeu de maillot aussi, maillot à poids pour les grimpeurs, avec des segments sur chaque course, il y a des sections. Donc, sprint, segment de montée, segment de descente. Et puis voilà, un beau combat avec des athlètes élites venus de partout d'Europe et un peu des États-Unis. C'était cool parce que c'était la seule compétition vraiment internationale de l'année, avec il y a un gros niveau et des athlètes même qu'on n'a pas trop l'habitude de voir sur ces courses-là. Personnellement, c'était pas la course de l'année. Je suis arrivé fatigué. Ça faisait 1 mois et demi que j'étais fatigué, mais en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas pu adapter la saison, sachant qu'on savait pas ce qu'allait devenir la saison. Donc, fallait faire un peu des choix que j'aurais pas forcément fait s'il n'y avait pas eu tout ce contexte-là. Donc, du coup, je suis arrivé un peu cramé. J'ai sauvé les meubles la première étape. On va dire que j'ai fait une bonne première étape et j'ai sauvé les meubles étapes 2 et 3. J'étais vraiment fatigué, c'était compliqué. En plus, au niveau des conditions, c'était pas terrible, il me semble. Ouais, on avait des conditions vraiment compliquées. Il faisait chaud et humide en bas. Après, on avait un banc de brouillard au milieu sur les 4 étapes. C'était comme ça. Oui, il y avait plus ou moins de pluie, mais en gros, il faisait chaud et humide. Après, il y avait un banc de brouillard. Et puis en haut, il y avait énormément de vent avec du brouillard. On a pris des rafales à plus de 100 km/h sur la caldeira. On a pris beaucoup de boue dans les forêts. Traversé des parties sans chemin. Il y avait beaucoup de parties sans chemin même. Et du coup, des conditions. Moi, c'est pas des conditions qui me vont très bien. J'aime bien quand c'est un peu technique, joueur et tout, mais quand il faut, comme on disait tout à l'heure, quand il faut galérer à avancer, moi, des petites portions ça va, mais là, il y en avait quand même tous les jours, à plusieurs fois par jour. Donc, et puis après, c'était le contraste parce qu'il y avait des portions vraiment, vraiment très rapides. Il faut courir plusieurs kilomètres à moins de 3,30 au kill. Moi, c'est pareil, ça me va un petit peu, mais je préfère quand il y a plus des cassures. Donc, du coup, c'était pas forcément des courses qui me correspondaient très bien déjà sur le papier, sur le terrain. Ouais. Et puis, j'avais pas une forme exceptionnelle. Donc, dire que j'ai limité la casse. J'ai fait une belle dernière course qui me correspondait un peu plus, du coup, malgré qu'elle ait été hyper roulante. Mais voilà, je fais 10e au général. Et on a passé un super moment tous ensemble, donc ça c'était chouette. Ça nous a permis aussi de passer une semaine tous ensemble, les athlètes du team internationaux, du team France. Et puis c'est des moments qu'on vit pas forcément sur les courses, donc pour ça c'était cool. Puis ça a dû vous faire plaisir de vous retrouver, parce que cette année les moments de partage ont dû être rares. Oui, c'est sûr. C'est aussi pour ça qu'on était content de rester 8-10 jours là-bas. Même si les conditions n'étaient pas parfaites, que les courses étaient dures, c'était inédit aussi. Donc prendre le départ du 4e jour en ayant fait 3 jours à bloc dans des conditions difficiles, on est tous tombés. Moi j'avais une petite entorse. Enfin, on était marqués le 4e jour au départ, et quand il faut t'échauffer le 4e jour et te dire que tu as encore 32 bornes à faire à bloc, c'était inédit pour tout le monde, donc c'était cool et c'est des belles découvertes. Et je pense que c'est un format qui plaisait aussi à regarder et à suivre. Donc je pense que ça sera certainement repris dans les années à venir. Justement, je voulais évoquer cet aspect avec toi là. Ce format, donc, avec les segments, on le voit un petit peu, il me semble, à la Skyrun avec le maillot à poids que tu as remporté à plusieurs reprises, du meilleur grimpeur. C'est chouette ce type de... Moi, je trouve ça chouette, ce type de petits concours internes à la course. Ça donne un aspect un peu Tour de France. J'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai que ça plaît. Sur la Skyrun, ça plaît tous les ans. Et là, de l'avoir mis sur la Golden Trail, ça met un peu de piment. Ça permet aussi à d'autres athlètes de sortir du lot.
voilà, qui sont pas forcément en train de jouer le classement général et qui auraient joué peut-être entre 20 et 30 s'ils avaient joué jusqu'au bout. Non, c'est cool, ouais, ça permet à un panel plus étoffé de coureurs de pouvoir s'y retrouver et de jouer à son niveau dans le classement qu'il veut. Ça met en Euh, avant certaines qualités aussi. ouais, c'est clair, complètement. Donc, puis ça, là, comme le segment du sprint cette année, c'était vraiment sur les Golden Trails, c'était serré. Il y a eu du sprint jusqu'au bout. Il y a eu vraiment un jeu entre les deux premiers. Et du coup, non, c'est des options de course qui sont sympas, autant à vivre qu'à suivre. Et alors la foulée de Jim Walmsley, tu peux nous en dire deux mots? Tu l'as vu de tes yeux Je vus? l'ai pas vu beaucoup là. Non, bah Jim, moi je connaissais, je l'avais pas croisé souvent, mais un peu sur UTMB, un peu à Zinal. Mhm. C'est vrai que c'est impressionnant la foulée qu'il a et l'aisance qu'il a, ou qu'il paraît avoir en tout Mhm. cas. Et puis, mais je pense qu'il a été surpris par le niveau qu'il y avait. Ouais, je pense. Il était clairement venu pour gagner et il a eu clairement du mal à sortir du lot. Bon, après, c'est sûr que c'était ultra technique pour lui, mais il y avait des portions quand même très, très, très roulantes. Notamment la dernière étape où on a dû contourner le cratère et on s'est pris quasiment 10 bornes de piste. Et puis finalement, il remporte cette dernière étape, mais avec une 30 d'avance, quoi. Ouais, c'était limite. Donc ouais, c'était super bien qu'il soit là, quoi, pour donner aussi de la crédibilité aux autres athlètes, parce qu'on est souvent comparé Europe, États-Unis, et finalement on voit que quand lui vient sur nos terres, bah, voilà, c'est pas le niveau il est élevé, et c'est pas si facile, quoi. Moi, j'étais persuadé qu'il allait faire moins bien, si tu veux. J'étais persuadé que le format de course et de l'événement n'allait pas lui convenir et il m'a surpris. Il en a surpris beaucoup, hein. Ouais. Ça, c'est... Moi, il m'a surpris aussi, hein, parce que je pensais qu'il allait être plus en difficulté sur des portions techniques. En fait, les portions étaient pas. euh, Quand elles étaient techniques, entre guillemets, c'était très boueux Mhm. et ça permettait à personne d'aller vite. C'est-à-dire qu'il y a des portions, des fois, qui sont techniques en course, rocheuses, etc., mais tu as des mecs qui arrivent à aller super vite dessus et d'autres pas du tout. Et là, ça fait des écarts. Alors que là-bas, c'était tellement boueux ou venté ou pourri à nos pieds que n'importe qui Ouais, était ça a nivelé les valeurs. bloqué, quoi. Voilà, ça faisait pas. Alors c'est sûr que ça entame plus certains que d'autres, mais du coup derrière il y avait des portions tellement rapides que bah, lui il s'envolait là-dessus, quoi. Mais c'est vrai que je l'attendais à ce qu'il soit plus transcendant sur certaines portions, et je pense que lui a perdu de l'énergie par contre. Il n'a pas perdu beaucoup de temps, mais a perdu plus d'énergie dans ces conditions, voilà, ou dans les champs où ça brassait de l'eau, de la Mhm. boue, dans les forêts, la forêt tropicale, là où tu n'avances pas. Personne n'avance vite, mais voilà, il y a des gens qui sont plus à l'aise que d'autres. Et je pense qu'il a perdu de l'énergie là-dessus. Et c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus rapide. Ouais. Première expérience de course à étapes pour toi? Troisième expérience. Troisième? Ouais. Et... J'avais fait la course des Açores qui s'appelle le l'Azores Triangle Run, Mhm. qui est une course sur 3 jours, pardon. Et 3 îles, 3 jours, 3 étapes. Donc j'avais remporté en 2016, ça faisait 100 km à peu près. Ouais. On avait eu des conditions à peu près similaires, grosse tempête. On était allé sur Fogo là pour le coup. Et puis j'avais fait aussi El Cruce au Chili, D'accord. Argentine-Chili, en 2018, fin 2018. Donc là c'était un peu, bon, j'étais invité, euh, j'avais fait troisième de la course, mais en fait je redémarrais ma saison. Mhm. J'avais stoppé la saison en mi-octobre-novembre, puis je l'avais redémarré là-bas à mi-décembre. Donc j'étais arrivé pas près du tout, mais c'était super sympa. C'est quoi le plus dur Pareil, trois dans... jours Mhm. sans 10 bornes. Comment? C'est quoi le plus dur dans ce format, de ce type de format? Comme tu disais tout à l'heure, c'est repartir. C'est ça pour... Ouais, ouais, Psychologiquement, ça va être l'enfer. c'est de se réchauffer, je crois, le plus dur. Non, c'est vrai, quoi. Tu pars à l'échauffement, tu dis, mais là, j'ai pas envie, j'ai mal. Moi, le deuxième jour aux Açores, j'avais ma cheville qui avait doublé de volume, elle me faisait mal, t'as les premières courbatures, il fait pas beau. T'as pas envie, quoi. Tu te dis, bon, les premiers kilomètres, ils vont m'échauffer, quoi. Mhm. J'ai- C'est Je clair. crois que c'est ça le plus dur. Après, puis après, c'est l'accumulation de la fatigue générale. Les derniers, les deux, troisième, quatrième jours, là,
moi, je dormais pas très bien. Euh, T'as clairement mal partout, mais tu sais plus quoi faire. Je suis tombé, j'avais des bleus, j'ai des hématomes, je boitais. Ouais, c'est l'après-course qui est le plus compliqué, quoi. C'est même pas quand t'es dans la course. Quand t'es dans la course, t'oublies, tout est chaud, t'as les hormones, machin, Mhm. t'es dedans, tout le monde est en galère. Mais après, il y a des moments qui sont pas très drôles. Tu en as parlé tout à l'heure, tu es le plus ancien ou l'un des plus anciens athlètes de chez Salomon. Est-ce Ouais, que c'est tu... François le plus C'est ancien. François? Ouais. Hmm. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec ton sponsor principal? Euh, voilà, comment tu le disais tout à l'heure, tu as intégré l'équipe junior. Ouais. Aujourd'hui, quelle est ta relation avec eux? Ouais, bah du coup, ça fait 10 ans depuis le Team Salomon Espoir. On est toujours managé par le même manager, qui est Jean-Michel Fort-Vincent, Mhm. qui est vraiment notre pilier, hein, dans le team. Voilà, il nous guide, il est là pour nous conseiller, c'est lui qui gère nos contrats avec Salomon. C'est un confident, on sait qu'on peut tout lui dire et qu'il nous dira tout, voilà, sans filtre. Il est toujours là pour qu'on soit le mieux possible en tant qu'athlète et qu'en tant qu'homme. Mhm. Voilà, il a vraiment une vision globale de nos personnalités, il nous connaît très bien. Euh, Quand il nous met des sèches, on sait très bien que c'est pour nous mettre sur le droit chemin et que ce sera bénéfique après. Euh, voilà. Apparemment, les sèches de Jean-Michel, c'est quelque chose. Ouais, 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 bah, j'en ai déjà pris quelques-unes, mais elles m'ont fait du bien, globalement. Sur le coup, c'est pas très drôle, mais après, ça fait du bien. Mais non, non, c'est vrai que c'est cool d'avoir un manager comme lui parce qu'il a vraiment une vision sur le long terme. Et parfois, nous, on voit les 2, 3 mois qui arrivent et puis tu penses pas après. Et il a une expérience aussi avec François, avec les gars d'avant, sur le trail, sur les saisons et les carrières, qui est intéressante. Donc, c'est sûr que c'est top d'être conseillé par lui. Et puis après, on a un manager international qui est Greg Vollet, donc lui qui nous Qui est gère. passé dans le podcast, qu'on salue aussi. Ah ouais, Ouais. du coup, qui manage vraiment le team international et maintenant la Golden Trail Series. Et puis durant toutes ces années, j'ai intégré un peu enfin, j'ai rencontré les équipes de production, les équipes footwear, voilà, tous ceux qui travaillent autour des vêtements, des chaussures. Donc voilà, maintenant je suis un peu plus proche d'eux. On travaille sur des prototypes de sacs, de chaussures. Donc c'est assez intéressant aussi de participer au développement de tous ces produits-là, à mon niveau. Chouette. J'ai une petite question organisation te concernant. Tu fais Ouais, 10 000 choses à la fois, j'ai l'impression, ouais. hein. Tu me dis si je me trompe, mais tu es bien occupé. Comment tu arrives à trouver un semblant ou une organisation dans ta vie entre vie professionnelle, les activités et la vie sportive? Ouais, ouais, c'est vrai que ce que je te disais tout à l'heure, là, c'est un peu mon grain de folie. J'ai envie de dire oui à tout et des fois, il faut savoir dire non et c'est compliqué. Mais j'y arrive de plus en plus quand même. Parce que tu peux pas répondre à tout le temps favorablement, mais pour être en tout cas performant et être toujours en Bien forme. sûr. Mais c'est vrai que bah oui, oui, j'aime faire des choses, j'aime les partager, j'aime pas que la compétition. Donc du coup, j'ai envie de profiter du statut que j'ai pour faire, voilà, pour faire découvrir, pour apprendre, pour faire autre chose que de la compète et saisir toutes les opportunités. J'ai mon organisation, j'en ai pas vraiment. Enfin, si, j'en ai une, mais je peux pas te dire demain je ferai comme ça, comme ça, comme ça. Alors je place tout sur mes semaines, mais après ça vient, ça repart, ça s'empile. Je vais déplacer des choses. Et puis après, il Tu faut t'adaptes. composer avec les entraînements, avec les moments où tu devras t'entraîner beaucoup. Alors ça, maintenant, j'essaye de plus en plus de le bloquer dans mes plannings. Par exemple, là, je travaille sur mon planning 2021. Bah, j'ai bloqué des semaines où je me dis, je mets rien, quoi, tu vois. Mhm. Je fais que m'entraîner et je fais pas d'extra sportif. Et puis, janvier, février, je peux faire un peu plus d'extra sportif parce que il n'y a pas de course, il n'y a pas de grande course. Je peux être un peu plus fatigué à certains moments. Et puis, c'est un peu mon défaut aussi, c'est que j'ai envie de faire beaucoup de choses. Mais il y a des fois, ça passe plus avec toutes les courses de janvier à décembre, quoi. Donc, il faut réussir à dire non, à mettre des stops, à faire différemment. Donc, Et bon, c'est
les projets que tu embrasses à chaque fois, c'est chouette, quoi. Comme tu disais, toutes les expériences que sont bonnes à prendre. Après, effectivement, ça va être pas évident de choisir et de tout prendre en même temps, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai des projets personnels sportifs, j'ai des projets personnels non sportifs. Les soirées ciné, on a lancé le Travail fait son cinéma, donc ça me demande de l'énergie, du temps. Mhm. C'est de l'énergie, tu t'entraînes pas, mais tu y laisses quand même Bien sûr. une énergie folle, même si c'est juste des déplacements. Voilà, je fais des workshops, j'ai une asso à Besançon autour du trail. Alors c'est vrai que du coup, ça fait plein de sollicitations extrasportives qui sont top, et voilà, je vis des moments privilégiés, et je rencontre des gens aussi que j'aurais jamais rencontrés avec tout ça, et c'est vrai que c'est toujours plaisant, et c'est pour ça que je le fais, mais il y a quand même des moments où il faut réussir je gère tout moi aujourd'hui, c'est-à-dire je gère ma carrière d'athlète, je gère mes médias, je gère ma communication. Voilà, toi tu m'as contacté, c'est moi qui t'ai répondu, j'ai pas Bien sûr. d'agent, Et tu y penses donc à ça? À te faire aider? non, non. Non? Non, parce que j'aime bien aussi ce contact-là. Ouais. J'aime bien pouvoir organiser comme j'ai envie de le faire. J'aime bien avoir le contact avec les médias. Après, Jean-Mi, des fois, il trie un peu pour nous quand, Mhm. quand ça arrive vers lui, mais sinon, le reste, j'aime bien quand même le contact que j'ai avec tous ces gens-là. Chouette. Tu en as parlé tout à l'heure, les projets perso sportifs. Un projet qui te tient énormément à cœur, pour l'avoir vu notamment, tu en as parlé tout à l'heure au Trail et son cinéma, on en reparlera juste après. Mais Ouais. ton projet au Cap-Vert, solidaire, associatif, est-ce que tu peux nous parler de ce projet qui devait recommencer en 2020 et donc qui n'a pas pu avoir lieu et qui va Ouais. certainement, tu vas nous le dire, certainement être repoussé en 2021? Ouais. Ouais, donc l'année dernière, du coup, c'est en octobre, là, quand tu m'avais contacté. J'ai monté un projet de traversée de Santo Antao. Donc, c'est l'île la plus étendue du Cap-Vert. C'est une île sur laquelle j'ai été en 2018 avec un ami qui a ses parents qui habitent là-bas, qui ont monté un business, un hôtel-resto en fait, et Mhm. qui accueille des touristes avec lesquels on fait des séjours trail. Donc, le prochain séjour d'ailleurs c'est en février 2021, en espérant qu'on puisse partir. Donc du coup voilà, j'ai rencontré les locaux, on y est allé en février 2019. Et puis en février, j'ai traversé une autre île du Cap-Vert en 2 jours avec un copain. Et je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas traverser l'île principale, on fait les stages et tout, il y a vraiment de quoi faire. Donc j'ai tracé, etc. Et puis je me suis dit, faut qu'on fasse autre chose avec le côté. On va pas faire que du sportif, quoi. Là-bas, c'est cool, on fait des stages, on anime un peu la vie Mhm. locale, on fait du tourisme. Mais j'avais envie d'aller un peu plus loin et de les aider, quoi, concrètement. C'est un peuple qui est très pauvre. Il y en a qui n'ont pas accès à l'eau potable, ils ont pas accès, enfin, il n'y a pas d'eau potable, quoi. C'est que de l'eau en bouteille. Ils n'ont pas d'électricité, il n'y a pas de transport en commun. Ils habitent tous dans des vallées où il faut monter des dizaines et des dizaines de mètres de dénivelé. Il y a plein d'endroits, il n'y a pas de route, c'est que des routes pavées ou en sable. Donc voilà, c'est très très précaire. Et puis bon, j'avais envie de les aider et d'aider les enfants. Et puis en fait, ils te rendent vachement là-bas. Mhm. Enfin, là, quand tu y vas, ils sont hyper accueillants, hyper souriants, t'accueilleront les bras ouverts. Donc du coup, on a monté un projet solidaire avec ce projet sportif. Et puis on a amené 130 kilos de fournitures scolaires avec nous. On a réparti dans les 4 écoles de la vallée. Donc des fournitures scolaires pures, mais aussi de l'équipement sportif, des ballons, des chasubles, des tenues de foot. Et puis voilà, on les a aidés comme on a pu avec les moyens qu'on avait. Donc ça a fait un super projet avec les copains. J'avais embarqué les copains de Besançon, les copains d'entraînement. Et puis on a traversé quand même l'île. Enfin, j'ai traversé l'île avec. Voilà, les copains m'ont aidé sur certaines portions. J'étais tout le temps accompagné. Ça a fait à peu près 100 bornes et 6000 de dénivelé sur la journée. Faut savoir que le Cap-Vert, c'est ni les Canaries ni Madère, quoi. Quand tu veux aller à un endroit, ça prend plusieurs heures en voiture. C'est des pistes 4x4, c'est des pistes pavées. Il y a des vallées où il n'y a pas d'accès voiture, ou alors il faut faire tout le tour de l'île, ça te prend une journée. Mhm. Donc c'était assez compliqué, enfin pas compliqué, mais voilà, l'assistance était assez restreinte, moi. Et donc nous, ça a fait partie du fun aussi de préparer un projet, quoi. C'est aussi ça, c'est préparer tout ce qui va autour de la course. Et puis voilà, on a fait un petit film, et puis à la fin de ça, je me suis dit, voilà, j'ai envie de continuer de donner suite à ce projet, j'ai pas envie de finir là-dessus.
Et l'idée, c'était de repartir en 2020 sur un projet qu'on a appelé Trail and Sea. C'est de traverser toutes les autres îles du Cap-Vert. Donc il y en a 10 des îles, enfin ça dépend si on compte. En fait, il y en a qui sont pas habitées et qui sont protégées. Donc il y en a une qui est connue et protégée où personne n'habite. Et il y a celle que j'ai traversée, et puis il y en a 8 autres qui sont habitées. D'accord. Donc l'idée, c'est de traverser ces 8 autres îles qui sont vraiment différentes les unes des autres, totalement différentes de celles que j'ai traversées. Tu as des îles qui sont toutes plates, c'est des crêpes de sable, où tu as du tourisme un peu de masse, tu peux faire de la voile, du kite, voilà, plutôt des activités nautiques. Et puis tu en as d'autres comme Fogo, où c'est le volcan, c'est un seul volcan qui fait la forme de l'île, quoi, qui est encore actif aujourd'hui. Donc ça fait, tu vois, tu as 3000 mètres de dénivelé pour monter jusqu'en haut. Et puis tu as des îles qui sont, c'est toutes des îles volcaniques mais plus anciennes, où tu as des volcans inactifs qui sont un peu plus vertes, tu as du dénivelé, mais c'est un peu mixé. Donc l'idée, voilà, c'est d'aller traverser ces 8 îles. Ça fait à peu près 450 km et 20 000 de D+. Et puis en passant par chaque sommet des îles et en essayant d'avoir un tracé, de traverser à chaque fois d'est en ouest ou de nord-sud, le plus logique possible, et puis d'embarquer toute l'équipe sur un voilier. Donc là, c'est ma grosse recherche en ce moment. C'est d'être totalement indépendant en fait au niveau des déplacements et de se passer de l'avion inter-île et des bateaux classiques à moteur. Donc l'idée, ce serait de se mettre sur un voilier tous ensemble, un Qatar, et puis de faire une traversée terrestre, de prendre le voilier, hop, de changer d'île, de se poser sur une autre île, faire une traversée terrestre et voilà, ça sur une quinzaine de jours pour traverser les 8 îles. Et puis à côté, d'avoir un projet à la fois solidaire et environnemental. Donc l'idée, ça serait de travailler avec une ONG là-bas qui s'appelle Biosphera, en lien avec d'autres ONG, et de réaliser une petite action de nettoyage de plage, en fait, sur peut-être 4 plages qu'on aura ciblées, 4 plages un peu touristiques, voilà, des belles plages. On ferait des pluggings, en fait, des ramassages de déchets sur 3-4 heures, 4-5 heures à voir avec les ONG sur place. Donc de parrainer ces pluggings-là, d'y participer évidemment, et puis de voir avec les ONG si on peut ramener aussi du matériel scolaire, au moins à l'arrivée à Mindelo, et puis qu'ils se répartissent ça dans des écoles. Donc on est en train de travailler là-dessus. Biosphera, c'est une ONG qui fait de la protection de la biodiversité au Cap-Vert, donc sur les îles protégées et les îles qui sont habitées, notamment les tortues marines. Ils ont des actions avec Sea Shepherd de nettoyage chaque année d'une plage où les tortues viennent pondre. Donc nous, on ne tombe pas dans la période où ils nettoient à la ponte et quand les œufs éclosent. Donc on essaiera d'aller sur cette île protégée avec la directrice de l'ONG pour qu'elle nous en parle, peut-être récupérer des images de Sea Shepherd pour en parler et le montrer. Mais ça serait cool de pouvoir avoir accès à cette île-là, donc on va travailler pour. Et puis réaliser les pluggings à côté. Et puis l'idée, c'est de refaire un film autour de tout ça pour le présenter sur la tournée de cinéma de 2022. Où est-ce qu'on peut trouver des informations sur cette future épopée? Alors j'ai créé une petite page Instagram là, que je viens juste de débuter. Chouette. Je l'ai lancée hier, qui s'appelle Trail and Sea 2021. Donc Trail and Sea, c'est comme la mer. Et la mer, d'accord. Voilà. Donc là, je vais mettre des infos un peu plus régulières que sur mon compte, parce que sur mon compte, je peux pas parler que de ça, forcément. Et puis je vais lancer un petit site juste pour remettre les grandes informations et peut-être un petit truc qu'on peut scroller, juste regarder les dernières actus d'Instagram. Et puis je montrerai une cagnotte Ulule, je pense, durant l'année, avec des contreparties, classiquement un financement participatif, pour compléter la partie solidaire, payer les pluggings, essayer de faire un don à l'association, ramener des bagages. Donc voilà. Et à côté de ça, je suis à la recherche de partenaires à la fois financiers et matériels pour pouvoir partir. Chouette. Bon, on passe le message. Bravo pour ce que tu fais. Moi, j'ai vu le film de 2019. C'était 2019, hein. Ouais, c'était le 1er novembre 2019. Voilà. J'ai vu le film lors du Trail fait son cinéma. C'était un super moment, notamment l'arrivée.
Ouais, ouais. Je pense que ça s'est retranscrit à l'écran, mais c'est exceptionnel de sincérité et d'émotion. Ouais, ouais, c'était vraiment fort à vivre. Après, voilà, après avoir passé 16 heures sur les chemins, à bien galérer et tout, de monter un projet, parce que je suis pilote du projet, je pilote tout, quoi. C'est comme on disait avant, Mhm. je fais la recherche de partenaires, je m'occupe des réseaux, je m'occupe D'accord. de faire les tenues, je m'occupe de réserver les billets. Donc, il y en a un ou deux qui m'aident, mais Mhm. voilà, globalement, je pilote tout et d'arriver au bout du projet comme ça, avec autant de monde, autant de Caverdiens qui nous attendaient, c'était vraiment fort. Et ouais, c'était émotionnellement Ouais, parce que pour très. recontextualiser, vous ne vous attendiez pas à avoir autant de monde à l'arrivée. Ouais, ouais, on nous avait dit, bah déjà le projet il avait été décalé d'une journée parce qu'on a perdu une journée à Lisbonne en ratant un avion. Et du coup, bah, le projet sur l'île était déplacé d'une journée, donc il a fallu déjà que les Capverdiens soient au courant que c'était déplacé d'une journée. Et puis on nous avait dit qu'il y aurait un peu de monde, voilà, à la fin, il y aurait du monde à la fin au village, quoi. Et puis en fait, quand on a passé le dernier col, donc on nous voit arriver du cratère qui est au-dessus de l'hôtel, 700 mètres de dénivelé au-dessus. Donc les frontales sont sorties de là-haut. Et là, on a entendu un bruit énormissime. Et en fait, ils nous attendaient. Il y avait toute une délégation de Capverdiens du haut du village qui nous attendait à l'hôtel. Ils sont venus nous chercher sur les chemins en moto et tout. Enfin, c'était en quad. C'était vraiment drôle. Et puis nous, on est passé à l'hôtel, mais il nous restait encore 10 bornes quand on était à l'hôtel. Et puis après, bon, on s'est fait un peu accompagner par les locaux sur la dernière portion, la dernière montée. Et après, on est redescendu et on a repris la route. Et là, sur la route, bon, il y avait tout Tout le le village. village, quoi. Ouais, c'était Je impressionnant. sais pas combien il y avait de personnes, peut-être, je sais pas, entre 1000 et 1500, quoi. C'est Et, énorme. les pompiers, enfin, il y avait tout le monde était de sortie, quoi. Ils pensaient, enfin voilà, ils nous attendaient, puis ils pensaient que j'y arriverais pas. Ouais, Parce que pour eux, ça ils leur savent pas. semble insensé, quoi, Ouais. traverser l'île, alors qu'il y a des gens de la vallée qui ont jamais vu le bout de l'île, quoi. Tu Mhm. vois, eux, Ouais. ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de moyens de locomotion, ils sont il y a des gens, ils vivent 50 ans dans la vallée, ils sortent pas de leur vallée, quoi. Et pour eux, Tarrafal, qui était le début de notre aventure, ça paraissait mais à des centaines de kilomètres, quoi. Mhm. Et donc voilà, c'était hyper fort. Il y avait la télé locale, tout le monde voulait une photo. C'était La star du incroyable. jour. C'est chouette. Comment? J'ai disais la star du jour ce jour-là là-bas. Ouais, 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 Mhm. c'est clair. Chouette, beau projet, magnifique et pas trop déçu d'avoir annulé ça en 2020. Ouais, non, bah après, vu comme partait l'année en mars, j'ai vite compris que de toute façon, je pourrais pas rechercher des partenaires comme je l'avais fait pour 2019. Même si en 2019, j'ai vite monté le projet, en fait, il y a vite des partenaires qui ont adhéré au truc et Mhm. j'ai mis 2 mois T'as en pas mis gros la à même réunir. énergie? Et là, je me suis dit, bah, j'ai un an, donc ça va être cool. J'ai un an le projet il est déjà écrit, l'équipe elle est presque montée et j'ai un an pour rechercher des partenaires. Donc je me suis dit, bon, bah ça va, je serai moins dans le speed, quoi. Puis en fait, une fois que j'ai vu qu'en mars c'était mort, je m'étais dit en mars, je lance ma cagnotte Ulule, je vais rarement voir les partenaires comme ça. Mhm. On va dire qu'en juin, juillet, j'ai fait le plus gros du boulot, puis je me concentre sur la saison. Et puis en fait, ça s'est pas passé comme prévu, donc j'ai vite compris qu'on décalerait, quoi. Mhm. Puis c'est un projet que je peux faire, si je le fais pas l'année prochaine, je peux le reporter encore. Donc il n'y a pas de date limite, on va dire. Donc voilà, c'est pas de stress et j'espère quand même bien le monter l'année prochaine. On va passer à un autre projet dont tu es le parrain. Alors, je ne sais pas comment vous êtes organisé au niveau organisationnel. J'y étais, moi, sur Aix-en-Provence, je crois que c'était à peu près 2 mois, là où j'ai rencontré Camille Brouillard. Ouais, Le Trail fait son cinéma. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? ouais. C'était il y a 2 mois, c'était le 22 septembre. Ah ben voilà, tu vois. À Aix. Et ben, le Trail fait son cinéma, c'est né avec Clément Bess et Céline Champion qui sont associés de Time to Sport. Enfin, c'est leur société Mhm. d'événementiel. Donc eux, ils organisent des trails, des duathlons, etc. sur la région bordelaise. Et puis, en décembre 2019, donc Clément, c'est un ami, il me dit, tu viendrais pas à Bordeaux pour notre remise de récompense? Il avait un petit challenge d'Urban Trail. Et puis il me dit, comme ça, on diffuse son film au ciné, et on fait la remise. Et puis voilà, quoi. Ça peut être sympa de diffuser sur grand écran. À Bordeaux, en plus, c'est pas une région où je vais souvent, je suis pas Mhm. forcément hyper connu là-bas.
Donc on a fait ça, et puis le format a bien plu. Puis on s'est dit, bah tiens, du trail au cinéma, ça n'existe pas, quoi. On Ben va non. pas voir, enfin, je veux dire, les super films qui sortent, ils sortent sur l'ordi, on les regarde au pire sur la télé, mais où il y a un ou deux festivals de montagne, mais il y a On a rarement du déjà trail. du mal à avoir des beaux films sur YouTube ou sur. Ouais, c'est vrai. C'est clair. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, on va lancer avec ce film-là, et on va en chercher d'autres, un festival de trail, quoi, Mhm. du ciné. Donc eux s'occupent de chercher les salles, de mettre la plateforme de réservation en ligne, du site, et moi je m'occupe de la com et de gérer, voilà, un peu ce côté un peu média et com. Et puis on devait lancer au début de l'année, en mars, et puis finalement c'est tombé à l'eau avec le Covid, et on a reporté, et on a fait la première date à Paris en septembre. Et du coup on a fait derrière 5 dates. Donc on a fait Paris, on a fait Aix-en-Provence, on a fait Toulouse, on a fait Bordeaux, et on a fait 2 dates à Besançon. Donc 6 dates. Et l'idée, c'était de projeter des films en lien avec le trail, dont cette traversée du Cap-Vert et la grande traversée Salomon qu'on a fait en juillet avec tout le team, Mhm. en exclusivité. C'est-à-dire que ce film-là, pour l'instant, il est sorti qu'au cinéma. On va essayer de le mettre et de faire une soirée live via Vimeo, peut-être, ou une autre plateforme avant la fin de l'année. D'accord. Et puis après, voilà, on verra. Ce sera certainement sur les réseaux sociaux. Et l'idée de ce festival, c'est de financer en partie mon projet 2021. Mhm. Donc une partie des bénéfices du projet repart dans mon projet 2021 pour pouvoir refaire une tournée en 2022 et représenter le nouveau film. D'accord. Voilà. Donc c'est gagnant-gagnant. Moi, j'y mets de l'énergie et du temps, et l'argent que je vais gagner sur ces soirées-là, il m'est reversé dans le projet, quoi. D'accord, la boucle est bouclée, on va dire. Et tu peux, comme Voilà, c'est ça, ça. reproduire les événements au fur et à mesure des années. Il y avait beaucoup de Voilà. monde, j'ai trouvé, à Aix-en-Provence. Ouais. Vous avez été satisfait de l'accueil? Ouais, franchement, on a été même surpris parce que, bon, il y a Aix-en-Provence, Toulouse, Besançon, ça a super bien marché. Mhm. La salle a été les salles ont été plus que remplies, ça a été hyper bien accueilli. Les gens ont apprécié, on a eu des super retours, les soirées se sont prolongées à chaque fois. Donc non, on a eu quasiment que des retours positifs. Donc on a été. Après, c'est sûr qu'on ne fait pas des salles de 500 personnes, mais c'est pas ce qu'on visait non plus. Pour une première, il faut se faire connaître, C'est il faut clair. que les gens adhèrent. Voilà, c'est pas facile de se faire une place dans tout ça. Montagne en Donc Seine, je te non, coupe, mais Montagne en Seine, ils ont commencé, me semble-t-il, à vérifier, mais dans une église, à diffuser leur premier film, je crois, il y a plus de 20 ans. Donc tu vois ouais, comme quoi, ça ouais, ressemble un peu c'est au clair. projet Montagne en Seine, je trouve. Oui, oui, après, c'est sûr qu'on s'est inspiré aussi Mm. de ce que eux ils font, hein. Moi, je suis déjà allé plusieurs fois à Montagne-en-Seine. Voilà, c'est sûr que c'est des plus grands films, des plus longs films. Il y a tous les sports déjà, donc ça permet d'avoir un panel plus large. Et j'ai trouvé leur système assez sympa. Après, nous, on a essayé de miser aussi sur le fait que je sois là, qu'il y ait des Mhm. échanges, voilà, d'apporter aussi quelque chose de nouveau. Et non, ça a été super bien accueilli, donc on est content. On est un peu frustré d'avoir prématurément arrêté parce qu'on avait encore 8 dates qu'on a dû malheureusement annuler, mais on verra en 2021 ce qu'on fait du coup de tout ça. Non, je te confirme, j'y étais, c'était chouette, des échanges sympas, des vrais échanges avec les spectateurs à la fin de la diffusion. Mm, Bravo, non, c'est bien fait merci. et les films sont très bien. Je crois que notamment il y a un film avec Alexis Berg, Ouais, le film qui s'appelle la nuit blanche. Nuit Blanche, merci. Voilà, et ça Ouais, c'est. Donc chouette, très très beau projet. Bonne continuation pour celui-ci merci. aussi. Ouais, essayer de faire quelque chose. Ouais. On va revenir sur la partie un petit peu plus trail. J'aimerais que tu nous parles, si possible, de ton moment extraordinaire. Alors j'explique le concept, c'est un moment unique lié au trail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique dont tu te souviendras toujours. Bon, je pense que c'est clairement ma troisième place à Zegama, hein. Mais pas que l'arrivée ou la troisième place, quoi. Tout ce qui s'est passé autour. C'est-à-dire que c'est pas un moment qui a duré 3 secondes, quoi. C'est la prépa que j'ai eue avant, qui s'est super bien placée. J'avais une super sensation que je me suis vraiment fait plaisir en préparant la course. Je suis arrivé avec beaucoup de... Enfin,
c'était le premier grand rendez-vous de l'année. J'avais abandonné mon dernier marathon qui servait de préparation. Bref, je n'arrive pas hyper serein, on va dire, sur l'événement. Mais une fois là-bas, je sens qu'il y a un truc qui se libère. J'arrive 3 jours avant la course. Je sens qu'il y a vraiment un truc qui se passe et je suis vraiment bien. Il fait beau. J'ai les copains qui sont là et je suis vraiment libéré, quoi. Et puis, le jour de la course, je fais une super course de A à Z. Je réussis tout ce que je veux faire. Le plan se passe vraiment comme ce qui était marqué, quoi. Même si j'ai pas vraiment de plan avant les courses, mais voilà, tu veux être régulier, tu veux bien manger, bien boire, pas de coups de moins bien, etc. Et tout se passe à merveille. Et puis, je fais une super course. Et l'ambiance est incroyable. Euh, comme tout le temps à Zegama, mais en plus, quand tu es bien, tu arrives à profiter de cette ambiance-là. Quand tu n'es pas bien, bah, tu subis, plus tu as du bruit, des fois, tu n'arrives pas à transcender, quoi, à emmagasiner l'énergie du public. Et là, c'était tout le contraire, quoi. Je chopais les regards des gens que je connaissais pas, et puis ça m'a vraiment porté. Et du coup, ce moment, il est clairement magique, quoi. Et puis après, bah, t'es lancé dans ta course, t'es dans les 3 premiers. On s'arrêtait plus, quoi. J'étais avec Bart, le Polonais, qui gagne la Golden Trail Series. On était les deux, on s'aidait. Et puis on savait qu'on était en train d'aller chercher quelque chose, quoi. On perdait pas de temps sur Kylian qui était devant. Et on n'était pas inquiété derrière, on n'entendait personne. Et puis voilà, on fait une grosse course tous les deux. Il était meilleur que moi sur la dernière partie. Mais voilà, aucun regret. Et tu pouvais profiter de la course de A à Z, quoi. Et puis derrière, bah, c'est juste bonheur, quoi. Premier podium de la Golden Trail, la Zegama, meilleure performance française, premier podium français. Bon, il y avait tout pour que. C'était un peu le flow, quoi. Comme on appelle le flow, Voilà, c'est ça. c'est clair. Sur ton nuage, il peut tout arriver, quoi, à ce moment-là. Tu es au-dessus de tout, quoi. Mais bah, c'est des moments qui sont éphémères, hein. Il faut réussir à les choper. à capter le plus de positif de tout ça. Et c'est court, hein, c'est trop court, mais voilà, c'est un moment qui restera marqué. Et émotionnellement, c'est quoi le plus beau souvenir de trail pour toi? Alors, Ouais, c'est c'est lié, c'est tout ça, quoi. lié, ouais. Ouais, c'est à la fois, voilà, je te dis, c'est arrivé un peu en pression, le truc qui se libère, la course qui est magique, et puis toutes ces émotions que tu ressens, ces frissons pendant la course et après. Et voilà, c'était vraiment un gros package ce week-end-là, quoi. La plénitude. Ouais, complètement, complètement. Sujet moins drôle, le pire souvenir. Si tu devais en Le choisir pire un. souvenir, c'est certainement Marathon du Mont Blanc 2015, où le samedi, la veille, il fait hyper chaud. Ça fait 3 mois, pas 3 mois, mais 2 mois qu'il fait super beau, chaud, machin, canicule. Et nous, le dimanche, on prend la pluie, la flotte, froid. Et du coup, t'es pas prêt, quoi. Psychologiquement, t'es pas prêt, tu t'attends pas à avoir aussi froid. Du coup, on part. C'était les championnats du monde skyrunning. Je suis dans les 10 premiers à Valorcine, même les 8 au sommet des Posettes, avec Mark Lowenstein. Et puis en fait, en sommet des Posettes, on prend un vent de malade, une tempête de fou. C'est limite plus neige. Et en fait, je congelais des mains, j'arrive pas à m'habiller, j'ai froid. Alors je me dis, on passe pas à ce moment-là sur la crête, on prend la piste, le parcours de repli. Je descends, je sens que ça va de moins en moins bien. Et j'arrive en bas, je suis complètement glacé, quoi. J'ai pas réussi à m'habiller, je sais plus quoi faire de mes mains, enfin je peux plus rien en faire. Et je suis livide, je suis tout blanc, enfin je suis complètement en hypothermie. Et puis bon, je continue, je m'arrête au ravito, je continue et je finis 50e, quoi. Mais complètement glacé, je mets des heures derrière à me réchauffer, même sous la douche chaude, j'ai froid derrière, j'ai 5 couches, j'ai froid, enfin voilà, tout mon corps est glacé. Et du coup, pas mal de frustration parce que je fais une belle course sur le début de la course, puis derrière, je vis un moment horrible, quoi. Monter à la flégère quand tu peux plus avancer et que tu as froid, c'est un chemin de croix. Et puis cette année-là, on descend sur Chamonix. Donc à la flégère, il faut encore descendre sur Cham. Et là, je me dis, mais je vais jamais voir le bout de cette course, quoi. Puis en fait, il y a des gars qui te dopent, puis à force, au bout d'un moment, tu reprends un petit rythme, puis tu tombes avec des mecs qui avancent plus non plus, enfin, qui sont en galère aussi, qui n'ont rien à faire là au niveau du classement. Et puis, mais voilà, grosse galère. Enfin, j'ai eu froid, quoi. Et c'est vraiment pas agréable de tomber en hypothermie sur des courses comme ça. Et puis un peu de déception, parce que voilà, championnat du monde, je sais que j'ai les moyens physiques de faire beaucoup mieux. Et voilà, puis ça a marqué
ça a été un peu un tournant. 15 jours après, je prends des risques, je gagne l'Altispeed à Val d'Isère, record de l'épreuve, 10 minutes sur Andy Simon, qui était à l'époque Mhm. une référence aussi. Et voilà, c'est une course qui m'a marqué, mais voilà, même si c'était dans des émotions moins drôles, elles te servent toujours, quoi, ces courses. Ça t'a appris quoi en premier? Enfin, une chose que Ouais, ça t'a appris. concrètement, qu'il faut vraiment pas prendre à la légère les conditions climatiques, quoi. C'est-à-dire que des fois, tu te dis, ouais, je prends ma plus petite veste, ça va passer, on va prendre le sommet, on va rester 5 minutes, on va basculer, on va pas avoir froid. Maintenant, je réfléchis plus comme ça. Je me dis, je prends la plus grosse veste, je prends des gants, quitte à prendre un bœuf, machin, à le porter, mais à pas le mettre. C'est pas grave, je le prends. Au Si cas j'ai où, besoin en haut, j'ai sur moi, quoi. c'est Tu vois. clair. Et, euh, et cette année, sur les Golden, là, premier jour, tu sais pas. Mhm. J'avais été aux Açores. Je sais qu'il peut faire froid sur les sommets quand ça tourne mal. Je sais qu'il peut faire chaud aussi, mais j'ai pris la grosse veste et j'ai pris les gants. Voilà. Et bon, j'ai vu les conditions là-haut, j'ai pas mis la veste, j'ai mis les gants quand c'était un peu merdique, mais plus pour m'aider à poser les mains. Mais j'avais la veste. Et après, bon, voilà, le deuxième jour, tu sais que c'est pareil, bon, tu prends une plus petite veste et puis ça le fait. Mais voilà, j'ai appris à être un peu plus prudent et à anticiper un peu plus les conditions météo. En tout cas, à me connaître un peu plus. Il y a des gens chez qui ça serait passé largement, qui n'auraient pas eu froid, il y en a qui n'ont pas eu froid. Moi, je sais que je suis plutôt, même si je viens d'un sport polaire, entre guillemets, je T'es suis assez plutôt frileux. frileux du Mhm. haut du corps et des mains. Donc, je sais qu'il faut que je m'habille un peu plus que la moyenne, quoi. Euh, Tu as pas répondu bon, tout à l'heure parce que je t'ai aiguillé sur un autre rail, mais si tu venais à faire du plus long, notamment de l'ultra, cet aspect-là t'handicaperait de ton point de vue? La résistance au froid notamment? Non, non, parce qu'en fait, c'est juste une anticipation, quoi. Mhm. Il faut juste que je sache. Maintenant, je suis aidé un peu au niveau météo par le frère de Michel Lannes, Didier Lannes, qui est météorologue et qui me donne les prévisions météo et les températures. Et je sais qu'à une partir d'une certaine température, il me faut des gants. Voilà, je sais que je vais être un peu plus à risque d'avoir les mains engourdies, etc. Donc je fais mes choix en fonction de la météo qui arrive. Mais si je le sais, voilà, sur une course, sur un ultra, tu connais la météo des 24 prochaines heures. Donc tu sais si tu vas avoir de la neige, si tu vas avoir la canicule. Donc non, non, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Au contraire, j'aime bien quand les conditions sont un peu merdiques. Il faut juste que j'adapte mes vêtements et ce que je porte sur moi aux conditions. D'accord. Donc tu confirmes, tu souhaiteras quand même à terme, tu sais pas dans quel délai, mais rallonger les distances quand même. Ah ouais, ouais, peut-être bien plus prochainement qu'on ne le pense. Oh, Mais je peux, je breaking peux pas news. encore en dire de trop, mais, peut-être l'année prochaine. Oh, ah, ça c'est. Tu me fais la primeur de l'information? Non, Ouais, c'est vrai? complètement. Ah, ben Parce c'est qu'elle a, cool. elle a quelques heures l'information, mais elle n'est pas officielle, j'ai rien validé encore, donc enfin, ça devrait se valider comme ça, mais je devrais faire mes premiers pas sur un peu plus long, voilà. Avec, en- voilà, ça sera une nouvelle aventure, ça sera pas l'objectif Mhm. de toute ma carrière, mais ça sera Tes du premiers nouveau. pas. Voilà, mes premiers pas, du nouveau. Et comme mes premiers pas marchent souvent, parce qu'il y a une certaine excitation, hein, envie de découvrir un truc, voilà, je me mets pas de frein. De toute manière, l'épisode sortira bien après l'enregistrement, donc voilà, je pense que Ouais. d'ici là, l'info sera passée. Ouais, peut-être ça aura changé d'ici là. Donc, C'est clair. Je fais de nouveau appel à quelqu'un que tu connais pour une ouais. question. Alors j'ai une petite question pour toi, Tib. J'ai rencontré dernièrement ton papa qui est un très grand himalayiste. Et ouais, est-ce que toi, ça te dirait de faire une expé avec lui voilà, est-ce que c'est un projet que tu as dans un petit coin de ta tête ou pas? Allez, gros bisous. Bonne question. Ouais. Ouais, après, en fait, c'est des projets qui prennent énormément de temps Mhm. et qui sont chers. Donc, c'est des projets, ça te bouffe 4 mois dans l'année, hein. Tu pars à faire un 8000, tu pars minimum un mois et demi, un mois et demi. Tu ressors du truc, t'es lessivé. Donc il te faut, sachant qu'il faut le préparer avant, tu ressors lessivé après, donc c'est 4-5 mois.
Ouais, 4 mois en gros. Mais ouais, c'est un truc que j'aimerais faire, mais pas comme mon père fait, quoi. Mon père, il aime le technique, le vraiment dur, aller rester des heures dans la neige, à marcher à 2 à l'heure, voilà, monter des pans de glace, les descendre, machin. Moi, c'est pas un truc qui me branche trop pour Mhm. l'instant. Par contre, j'aime bien l'altitude. Enfin, le peu que j'y suis allé, j'aime bien comment mon corps y réagit. Je trouve que c'est assez sympa. J'ai fait un 6000 l'année dernière en Ah oui, Équateur, même si en Équateur c'est un peu plus facile qu'en Europe, mais voilà, ça reste un 6000 quand même, c'est clair. en mode très rapide, hein, mais j'aimerais bien faire monter progressivement, peut-être faire un 7000 déjà, mais un truc facile, pas technique, quoi, qui Mhm. est pas, qui est pas besoin voilà, d'escalader des pans de glace ou des murs rocheux en mixte ou des choses. Voilà, qu'il n'y ait pas trop de crevasses, de choses difficiles à passer. Mais en tout cas, pour l'altitude, j'aimerais bien avoir un projet comme ça. On avait réfléchi avec d'autres coureurs aussi pour se monter un petit projet 7000 assez rapide, quoi, pas que ça nous prenne trop de temps. Mhm. Tu as forcément un peu d'acclimatation, mais tu peux aussi travailler un peu en amont. Et puis dans l'idée d'un style alpin, quoi, assez rapide à la montée, tu fais pas de l'acclimatation pendant un mois. Donc, c'est un projet qui pourrait voir le jour en, je sais pas, 4-5 ans, peut-être. Mhm. Pas tout de D'accord. suite, j'ai pas le temps, en tout cas, en ce moment. À Mais ouais, suivre. j'aimerais bien monter un peu d'altitude. À suivre. Ouais. Comment tu vois ton avenir? Parce que j'ai l'impression quand même que, alors moi c'est mon point de vue perso, que pour moi tu vas compter dans le milieu du trail dans les prochaines années, mais pas sportivement. J'ai l'impression que tu vas compter, mais que ce soit pour une marque ou dans les instances, par exemple, je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Mhm. Comment toi tu te vois dans ce milieu dans, on va dire, 10 ans? Ouais, je sais pas, je sais pas. Euh, J'y pense pas tellement, à vrai dire. Et puis, je verrai les opportunités qui se présentent à moi quand Mhm. je ferai un choix d'arrêter ma carrière de coureur en tant que tel. Et peut-être que oui, peut-être que je continuerai dans le milieu. Euh, Entraîner, manager, je sais pas. Il y a pas mal d'aspects qui me plaisent. Donc après, bah, réussir à trouver quelque chose qui me plaît dans le milieu du sport en tout cas. Ou alors totalement autre chose, hein, je sais pas. Je sais pas ce que je ferais, mais c'est sûr que si dans 10 ans on me propose, je sais pas, de manager une équipe, de faire partie d'une équipe, je sais pas. Pas d'idée Peut-être. claire, mais voilà, tu, Pas tu d'idée saisis claire, mais toutes en les tout cas, opportunités éventuelles. comme ce que je fais jusqu'à présent, je laisserai les opportunités arriver, ou en tout cas, j'essaierai de, bah ouais, d'être ouvert aux propositions Mhm. au moment. Si tu veux choisir une personne que tu aimerais voir apparaître dans le podcast, dans mon podcast, ça serait qui? Bah, mon entraîneur. Ouais, bon. Ben Ouais, alors, Chris. J'aime bien le sans discours appel, hein. qu'il a. Ouais. J'aime Faudra que bien tu le m'aides. discours qu'il a, sa philosophie, et à chaque fois que je l'écoute dans les podcasts auxquels il a participé ou les vidéos, Mhm. voilà, je l'écoute tout le temps jusqu'au bout, même si ça fait 10 ans qu'on se connaît et que voilà, je le connais très bien, mais j'aime toujours ce qu'il dit. Chouette. Pour terminer, on arrive tranquillement à la fin de notre entretien. Est-ce que tu as un dernier sujet à évoquer? Ou un message à faire passer? Bah, on en a évoqué déjà pas On mal, a hein, fait, on mais a fait bien le tour là, hein. ouais, si la saison 2021 pouvait se passer comme on l'espère, ça serait vraiment bien. Donc si les, les décideurs du gouvernement arrivent à entendre que le sport extérieur est indispensable, en tout cas au bon équilibre des gens, déjà on ferait un grand pas. On est 19 novembre, ça devrait logiquement se relâcher un peu par rapport à cet aspect-là, notamment au sport Ouais, ouais, encore. J'espère, de tout ouais, cœur. j'espère parce qu'aujourd'hui les bâtons qu'on met dans les roues au sport sont, Ouais. sont tout sauf cohérents, donc j'espère que ça se débloquera assez vite. On est dans un pays, effectivement, par rapport à d'autres qui ne considèrent pas le sport à sa juste mesure, de mon point de vue, Ouais, ouais. je pense. Et toute la prévention, même, j'ai envie de dire, mais bon, ça c'est une autre question. Mhm. C'est clair. Mm. On va terminer l'entretien par les questions rapides. Alors, si possible, des réponses courtes sans argument. T'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti. Plat favori après la course.
Ah, une bonne pizza chez Emilien, Pizzeria Ami. Allez. Boisson favorite après la course? Une bonne bière. Tu es plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux? Un peu des deux. Un peu les deux. Tu es plutôt fait maison ou industriel? Oh bah, fait maison. Tu préfères une grosse rafale de vent, là ça tombe bien avec les Açores, ou une grosse Ouais. averse de pluie? Une grosse averse de pluie. Tu préfères les racines ou le verglas? Le verglas. Tu aimes courir de nuit ou courir de jour? 2 jours. En règle générale, les gens me disent plutôt de nuit. C'est bizarre. Mm. 2 jours. Tu préfères l'hiver ou l'été? L'hiver. Tu préfères courir le matin, le midi ou le soir? Le soir. Tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout quand tu cours? Rien du tout. Rien du tout. Tu préfères courir seul ou accompagné? Seul. Ok, bon, je te remercie. Tu as passé avec succès le test des questions rapides avec brio. La Merci dernière beaucoup. question, faut pas que mes potes se sentent. Ouais, non mais on se a sentent concernés. on a Non, toujours du j'adore mal à la dire ça. celle-là. Dire que j'ai pas de mal à aller courir seul. C'est clair, moi c'est pareil. C'est bien de partager, mais parfois c'est bien de se Ouais, retrouver non, mais seul aussi. j'adore partager les moments Mm. course à pied avec les copains, mais dire que courir seul, enfin, je le fais 70% du temps et j'aime ça. Donc, Moi c'est pareil. C'est clair. Thibaut, je te remercie énormément. On a passé plus de 1h40 ensemble et merci à toi. je te remercie encore une fois d'avoir partagé avec nous toute ton expérience et toutes tes connaissances et ton vécu. Ouais, c'est avec grand plaisir. Merci de m'avoir accordé du temps et c'est toujours un plaisir de parler des projets autour de tout ça. C'est cool. Merci pour ton ouverture d'esprit. Merci pour les projets que tu fais, associatifs, etc. C'est chouette. Tu fais vivre le milieu du trail et ça, c'est vraiment chouette. Merci. Salut Thibaut, à bientôt. À bientôt. Ciao, Allez, ciao. bye. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité et je le remercie de nouveau de s'être rendu disponible pour un épisode du LTP. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP, rien de plus simple, rendez-vous sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, sur YouTube à Let's Try, ou alors je vous laisse taper Let's Try le podcast sur les moteurs de recherche et vous tomberez sur mon site internet. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois. Newsletter sur laquelle il y a les news du LTP, les invités à venir et tout un tas d'autres sujets. Vous trouverez le lien d'inscription sur les différents moyens de communication. Et comme vous le savez, le Let's Try Podcast est un projet 100% bénévole. Donc si le cœur vous en dit, et pour soutenir le projet, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Patreon/Let's Try le podcast. Patreon, Patreon. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Salut